Il y a tout un tas d'impacts sur la santé aujourd'hui liés à la prédominance de la voiture. Il y a aussi des enjeux en termes de pollution de l'air. Il y a de la pollution sonore qui peuvent être comparables à la pollution de l'air. Aurélien, bienvenue sur cette chaîne. Comment tu vas? Si, ça va et toi? Merci. Ça va. Bon, tu sais où t'es, hein? Ouais. T'es sur le meilleur média de vulgarisation scientifique. Voilà, on va se la raconter. Bienvenue à vous sur Limite. On est là pour parler de limites planétaires. On est là aujourd'hui pour parler transport. C'est la deuxième vidéo qu'on fait avec toi, Aurélien. Pour ceux qui ne t'ont jamais vu et qui vont certainement s'abonner, hein, je l'espère, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, on a plein de discussions, on a plein de vidéos, on a plein de contenus, où on vous explique plein de choses sur les limites planétaires en général, sur le changement climatique, sur le cycle de l'eau, tout ça, bref. Allez voir sur la chaîne, il se passe plein de choses, vraiment très intéressantes. Commentaires, abonnements, le Tipeee, ça nous fait vachement plaisir, vous savez comment ça se passe. Et pour les nouveaux qui viennent d'arriver, qui te connaissent pas, peux-tu te présenter s'il te plaît? Eh bien, je suis chercheur sur la transition énergétique des transports. Et puis récemment aussi, j'ai écrit un petit livre, ou coécrit un petit livre sur la voiture, avec le nom de Fake or Not. C'est une collection qui vulgarise des sujets de transition des mobilités pris sous l'angle de la voiture. Et j'essaie donc de continuer mes recherches et puis finalement pas mal d'aspects de vulgarisation aussi autour de ces sujets-là. Dans tes recherches, il y a des trucs qui ont évolué par rapport, tu sais, on s'était vu il y a un an, où on a eu une bonne conversation sur, tiens, voiture thermique, voiture électrique, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux même si on est branché sur du carboné? D'ailleurs, j'avais découvert que c'était quand même mieux. Attention nuance, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc j'ai découvert plein de trucs et vous aussi. Je suis sûr que vous avez découvert plein de trucs. Donc avant de débarquer ici, allez voir ça. On y parle d'avions à hydrogène, on y parle de plein de choses, de qu'est-ce qu'on doit mettre en place le plus vite possible. Et vous savez, les histoires de voitures de 2,5 tonnes électriques qui tiennent pas trop la route. Et on avait aussi parlé d'une forme de fin de la voiture individuelle dans les villes pour l'avenir. Une forme de fin, attention, ce qui serait intéressant, et plus des voitures qui permettent le covoiturage, en tout cas dans les villes, mais qui est vraiment un endroit où les voitures disparaissent littéralement, entre guillemets, c'est dans les villes, voilà. C'est un petit topo. Maintenant, entre-temps, tes projets de recherche continuent à avancer. Est-ce que tu as des éléments à rajouter autour de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de significativement différent qui est arrivé? Ou est-ce qu'on est toujours un peu sur les mêmes constats? Globalement, les tendances sont assez similaires. Depuis un an, on a des chiffres d'évolution des émissions sur l'année 2022, où les émissions avaient augmenté entre 2021 et 2022, quelque part parce qu'on est toujours un peu en sorte de rebond post-Covid. Alors, sur les émissions en France, c'est plus 2,3% sur les émissions des transports. Donc, on a eu cette baisse d'émissions forte en 2020 parce que confinement, parce que crise économique, etc. Et en même temps, suite à ça, on est quand même beaucoup reparti sur le monde d'avant, avec des comportements de mobilité, du transport de marchandises qui ont repris un peu le même rythme qu'avant. Donc les grands enjeux globalement n'ont pas trop changé en un an, ce qui nous place toujours dans la même situation, globalement en tout cas d'urgence de faire baisser les émissions de manière très forte, et puis tous les autres enjeux de transition qu'il y a aussi à faire en même temps, sur lesquels on n'est pas beaucoup plus avancé que l'année dernière, disons. Ce qui intéresse un peu les gens, là, c'est de se demander, ok, est-ce que ma façon de me déplacer, que vous nous regardiez dans une ville, alors dites-nous, si vous nous regardez en campagne, dans une ville, éventuellement votre ville, ce sera intéressant de voir de quelle ville vous venez, ça permet directement d'avoir un aperçu si la voiture est une nécessité absolue ou non, si vous pouvez faire les choses en vélo, cargo et tout, parce qu'aujourd'hui on va parler de véhicules intermédiaires. On va y arriver step by step. D'abord, les transports, c'est combien de pourcentage de gaz à effet de serre de France? C'est de l'ordre de 30%, un tout petit peu plus d'ailleurs sur l'année 2022, mais l'ordre de grandeur c'est ça. Et on a 2/3 des transports, c'est pour la mobilité des voyageurs, et 1/3 sur la mobilité, sur les transports de marchandises. Donc ça veut dire sur le global des émissions en France, il y a à peu près 20% sur la mobilité des voyageurs et 10% sur les marchandises. Et ça fait 30 au global. Globalement, les gens utilisent leur voiture plus sur quelle moyenne de distance Eh bien, la particularité de la voiture, c'est que ça fait un peu de tout, quoi. En gros, la voiture, elle est dominante sur énormément de nos types de déplacements. En gros, quand on est au-dessus de 1 km de déplacement, eh bien, c'est la voiture qui domine. En dessous, ça va être la marche. Quand on est au-delà des 1000 km, c'est bien souvent l'avion qui va dominer, et en dessous, c'est la voiture qui domine. Et puis sinon, les transports en commun sont particulièrement développés finalement quand il y a une densité de population forte qui permet de plus facilement
avoir une massification des modes de transport, donc avoir des véhicules qui emportent beaucoup de personnes en même temps. Et ça, c'est principalement dans les villes ou entre les grandes villes. Mais sinon, dès qu'on sort un peu du centre des plus grandes villes, encore une fois, c'est la voiture qui domine, entre une gamme de 1 km et 1000 km de déplacement. Donc en fait, l'immense majorité de nos déplacements sont des types de déplacements sur lesquels la voiture domine. Après, aujourd'hui, la voiture, ça représente quasiment 2/3 de notre mobilité. Si on raisonne finalement en nombre de trajets, en temps de transport, en kilomètres parcourus, c'est vraiment le mode qui domine largement. Et il y a même des situations de dépendance à la voiture qui sont très fortes. Pour une grande partie des ménages de la population, une grande partie des territoires, encore plus quand on est dans des territoires assez peu denses. Alors forcément, on arrive dans cette réalité que la voiture s'est construite autour du déploiement des villes et vice versa, où les villes se sont déployées et surtout ces fameux espaces périphériques aussi, ouais. Exactement, et on a la même chose en Belgique. Ça a été possible d'avoir ta maison 4 façades relativement loin, parce que tu avais une autoroute qui te permettait de rapidement arriver dans une ville et parce que forcément la voiture existait. Dans un monde qui se contracte, moins de voitures, ça veut dire quoi? Est-ce que on doit, et après on va aller dans d'autres sujets, mais est-ce que ça veut dire qu'on doit rediriger, parce que suite à notre vidéo, j'ai eu beaucoup de discussions avec des personnes qui m'ont dit mais quoi, ça veut dire que la voiture, moi, je dois l'arrêter, je vis super loin de mon job. C'est quoi? Est-ce que les gens doivent se réorganiser pour avoir un boulot à proximité, ce qui commence déjà à se faire, hein. Ils abandonnent le déplacement super loin, ils testent le train, ils prennent la voiture plus jusqu'au train, ou en tout cas ils changent leur façon de se déplacer. Mais est-ce qu'une contraction des véhicules due à ressources limitées et due à fossiles qu'il faut laisser dans la terre, et due tout simplement à cette diminution des flux et tout ça, fait que on va avoir comment je peux t'expliquer ça, des sortes de réorganisation au sein des villages et de la France périphérique. Comment, parce que, ou est-ce qu'on supprime toutes les voitures des villes et on leur laisse leurs voitures? Tu vois ce que je veux dire un peu? Alors, disons qu'il y a différents types de solutions ou de leviers qu'on peut solliciter qui permettent plus ou moins de sortir ou pas de la dépendance à la voiture, ou bien de traiter ses impacts si on en reste dépendant quelque part. C'est qu'aujourd'hui, la voiture elle a pris une telle place dans notre mobilité que l'horizon, ça peut pas être de complètement supprimer la voiture de l'ensemble de nos mobilités. Et il y a des gammes de déplacements sur lesquels la voiture peut être pertinente, à condition qu'il n'y ait pas une solution plus appropriée. Donc finalement, quand la voiture est partagée, que on est sur des segments de mobilité finalement où les transports en commun sont pas possibles, mais où les distances sont trop importantes pour la marche, le vélo, il y a des endroits où la voiture peut avoir sa pertinence si à l'avenir elle est davantage électrique, plus sobre, plus partagée, etc. Donc c'est pas non plus un horizon où il faut absolument bannir la voiture de l'ensemble de nos mobilités, mais c'est la remettre à sa juste place. En gros, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une diversité on a une grande diversité de besoins de mobilité quelque part, qui pourraient avoir des solutions bien plus efficaces que la voiture individuelle. La voiture individuelle, c'est une sorte d'inefficacité du système, c'est une seule personne à l'intérieur d'un véhicule de 5 places. Et qui prend beaucoup de place sur la voie publique aussi. Voilà, c'est ça. Et en gros, on a tellement eu tendance à utiliser la voiture sur énormément de nos déplacements, même quand c'est loin d'être la solution la plus efficace ou la plus économe. C'est un prolongement de notre maison un petit peu, c'est notre petit cocon quoi, ouais. Qu'il y a énormément de types de déplacements où on pourrait quand même faire plus efficace que la voiture et bien sûr plus efficace que la voiture individuelle, où là on est sur un truc qui devrait pas avoir lieu si jamais le système de mobilité était bien organisé pour ne pas sous-optimiser en gros les véhicules qu'on utilise. C'est-à-dire que par exemple le fait qu'il y ait beaucoup de personnes en gros sur le domicile-travail, il y a 72% des Français qui vont au travail en voiture. Et à l'intérieur de ces voitures, pour 9 voitures sur 10, les conducteurs sont seuls dans leur véhicule. Vous pouvez faire le test, hein, vous arrêtez un feu rouge, c'est le ratio qu'on a plus ou moins à Bruxelles aussi. Hein. Aux heures de pointe, en gros, à un moment où beaucoup de personnes se déplacent pour le travail, eh bien, on a énormément de personnes qui sont seules dans leur voiture. Et donc, on peut se dire que ça, c'est pas normal, c'est une sorte d'inefficacité du système, où soit il faut passer à des véhicules plus partagés. Si la voiture fait 5 places, eh bien à ce moment-là, c'est fait pour transporter plusieurs personnes. Soit de se dire que si jamais on est sur de la mobilité individuelle avec une seule personne ou éventuellement même 2 à l'intérieur d'un véhicule, eh c'est pas une voiture de 5 places qui est la meilleure réponse à ce type de besoin. C'est un véhicule qui est plus sobre, plus léger,
moins consommateur de ressources et moins consommateur d'énergie, et un type de véhicule auquel il faut qu'on passe davantage à l'avenir. Donc c'est là où on peut venir aux véhicules qui sont un peu intermédiaires entre le vélo et la voiture. Si jamais on prend la voiture, on essaie de l'alléger très largement, on tombe sur par exemple un véhicule comme une mini-voiture qui fait 500 kg voire moins, qui peut transporter 1-2 personnes, qui peut pour les mini-voitures aller jusqu'à 80-90 km/h pour selon les modèles, et donc par exemple qui dans les zones rurales peuvent avoir toute leur place en gros sans forcément revoir complètement certains types de déplacements. Et puis plus on va vers des véhicules encore plus sobres, et du coup moins coûteux aussi, c'est un autre de leurs avantages, plus on va se rapprocher du vélo, et donc là, plus d'un point de vue environnemental, ça va être intéressant. Après, plus on se rapproche du vélo, moins on est proche des usages actuels de la voiture, donc des fois ça peut être un peu plus contraignant, ou ça peut être un peu plus difficile de passer à des véhicules de ce type-là, mais en tout cas, il y a une grande diversité de véhicules entre le vélo et la voiture qu'on peut développer à l'avenir et qui peuvent avoir toute leur place dans la transition, notamment dans les zones rurales où la voiture domine largement et où bien souvent les personnes sont seules dans leur véhicule. Donc au moins pour une partie des véhicules qui sont utilisés dans ces zones-là, ça pourrait être remplacé par des véhicules électriques beaucoup plus sobres. En gros, on a notamment la moitié de la population qui vit en zone rurale, la moitié des ménages qui ont 2 véhicules, voire plus éventuellement, qui sont multimotorisés, c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, on a tendance aujourd'hui à calibrer les voitures qu'on utilise pour en gros faire partir une famille en vacances, c'est-à-dire qu'on a des voitures de 5 places qui permettent de rouler même à 180 km/h, ce qui est même au-dessus de ce qui est autorisé, qui font 1 tonne 5. Et puis pour les voitures électriques, on a tendance à essayer de les dimensionner avec des autonomies de plusieurs centaines de kilomètres. C'est ça. Et en 400, fait, 500 parfois dans les nouveaux modèles des SUV et tout, ça monte Et si on compare ça avec les usages du quotidien de la voiture, bien souvent dans ces zones, mais aussi finalement dans des zones plus urbaines, et bien souvent il n'y a qu'une personne à l'intérieur du véhicule, ou 2 ou rarement plus, pour des trajets qui même à la campagne sont limités à 80 ou 90 km/h, donc on n'a pas besoin d'aller d'avoir des véhicules qui permettent d'aller jusqu'à 180 km/h. Donc souvent pour transporter 1-2 personnes, en gros en moyenne une voiture va transporter de l'ordre de 100 kg de charge utile, donc soit de passagers ou de leurs bagages en gros, et on a des véhicules d'1 tonne, 1 tonne 5, donc pareil on a un ratio entre le poids du véhicule et le poids des personnes transportées qui est assez faible en gros on bouge surtout le véhicule et assez peu finalement. On met beaucoup d'énergie pour bouger ce gros char d'assaut C'est ça. C'est ça qui est ouf, alors que c'est vrai qu'un vélo assistance électrique, c'est plus léger que le corps d'un être humain. Complètement, le ratio est presque inverse Ouais, c'est ça, et c'est dingue. C'est sûr que l'abondance en termes de ressources et d'énergie nous a permis de concevoir ça et de se dire ok les gars, c'est la fête à la saucisse, regardez ce qu'on a, on peut le faire, on se fait plaisir. Aujourd'hui il y a des limites aux ressources, il y a des limites à la croissance, et puis forcément il y a un changement climatique, donc il faut redistribuer toutes les cartes. Alors avant d'aller plus loin dans ces sujets-là, c'est complexe. Je parle à des potes un petit peu de ça, tu vois, et j'aime bien aller en dehors de nos bulles. Toi et moi on est des convaincus, les gens qui nous regardent, il y en a aussi des convaincus. L'algorithme a peut-être suggéré à quelques personnes qui sont là en train de se dire ah bah tiens, j'ai envie de savoir si je peux continuer à rouler avec mon véhicule à essence ou pas. Mais quand je parle de tous nos sujets là, surtout en rapport avec en termes de mobilité, parce que Bruxelles, il y a un vrai problème de mobilité. La moitié des gens se déplacent dans Bruxelles en voiture pour faire une moyenne de 2 km. Donc je crois que la moyenne est si basse parce qu'à mon avis, ils vont faire leurs courses, ce qui est logique. Moi, je faisais toujours mes courses avec ma voiture à l'époque. Le coffre est très pratique quand tu dois mettre tous les machins derrière, tu vois. Et c'est beaucoup moins pratique dans d'autres circonstances. Lorsque t'es en vélo, par exemple, il te faut moi je fais le sac à dos en vélo, tu vois. Mais bref, on va parler des vélos cargo, tout ça. Mais c'est à partir du moment où on est dans un concept de j'ai ma liberté, je peux faire ce que je veux, j'ai de l'argent. Et cet argent me permet d'habiter dans une ville, de rouler dans une Tesla, de rouler dans un gros char d'assaut, parce que ça a toujours été vendu comme ça. À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que des personnes ayant toujours des grosses capacités financières, quelles que soient les taxes qui tombent, quel que soit ce qui arrive, vont toujours permettre de conserver leur mode de vie. On disait la dernière fois dans une dernière vidéo que c'est un système très inégalitaire, la voiture, en fait, quand on y pense. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand si on vient avec des véritables contraintes et de justice sociale, en mode bon, vous êtes bien sympa, vous le PDG de tel truc, vous habitez à Bruxelles, il vous faut une Tesla pour faire 500 mètres, on oublie un peu ce truc-là. Malgré tout, comment est-ce qu'on va réussir à
à faire shifter en fait toutes ces personnes qui achètent la voiture encore comme une forme de bijou, même si je sais que tout ce qui est fréquentation des salons de l'auto, c'est en train de chuter, hein, c'est vraiment en train de diminuer dans les villes, parce que sur le côté, il y a de nouveau cette notion, je sais que c'est ce qui fait peur à beaucoup de vroomers, en quelque sorte, désolé s'il y a des vroomers qui nous regardent, c'est cette peur de perte de liberté. Parce que la voiture électrique demande de planifier énormément, alors que l'essence, gloc, tu le mets, ça y est, c'est bon. La voiture électrique, c'est une réduction de ton champ d'action, en quelque sorte, hein, de ton temps d'action aussi. Ça veut pas dire que il ne la faut pas, il faut un peu réorganiser les choses, même si on sent bien que les constructeurs tendent à rendre ça le plus thermique possible, si tu vois ce que je veux dire, qu'il n'y ait pas trop de différence, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais on a la sensation que tout le reste sont des contraintes dont les gens ne veulent pas. Comment est-ce que tu veux pouvoir faire en sorte de faire adhérer, y compris mes potes, à ce concept-là, alors que pour eux, ça a toujours été d'une évidence sine qua non que, voilà, métro, boulot, dodo, voiture, boulot, dodo, tu vois. Je dirais que, en fait, la voiture, elle procure quand même beaucoup d'avantages individuels, mais beaucoup d'impacts collectifs. Donc, c'est-à-dire que si on questionne que la personne sur son avantage individuel, forcément, elle va pouvoir vivre comme une contrainte le fait de collectivement essayer de traiter les problèmes collectifs qu'on a en lien avec la voiture. Et il y en a un certain nombre de problèmes en lien avec la voiture d'un point de vue collectif. Il n'y a pas d'ailleurs que le problème du changement climatique qui est déjà suffisamment structurant pour qu'on s'attaque à la question. Il y a aussi des enjeux en termes de santé. De santé, oui, gros, déjà, oui. Environnement, on peut citer les consommations de ressources de manière générale. C'est parce que la voiture est un mode fortement consommateur de ressources. Typiquement, la voiture électrique est beaucoup critiquée sur la question des métaux. Faut pas oublier qu'une voiture thermique, c'est déjà plus d'1 tonne de métaux. Donc, quelque part, si on veut être économe en métaux à l'avenir, il faut réussir à sortir de la voiture autant que possible. Donc, métaux, mais aussi toute l'énergie. Aujourd'hui, une voiture, c'est de l'ordre de 10 tonnes de pétrole de consommer sur l'ensemble de son cycle de vie. Bien évidemment, il y a aussi des impacts en termes de pollution, d'un point de vue social lié à l'extraction, d'un point de vue géopolitique, etc. Donc c'est aussi ces enjeux-là qu'il faut traiter dans cette question-là. Bien évidemment, il y a des autres enjeux de ressources quand on change de motorisation, mais autant que possible, si on passe à des modes de transport plus sobres en ressources, ça permet davantage de répondre à ces enjeux-là. On a aussi des enjeux environnementaux en termes de consommation d'espace, parce que les infrastructures de transport pour la circulation des véhicules, pour leur stationnement, ça prend beaucoup d'espace. Et donc ça, on a aussi des intérêts à aller vers un rééquilibrage de l'espace public, une baisse de la place de la voiture pour donner plus de place aux automobilités, pour avoir d'autres usages de l'espace public qu'uniquement un espace de circulation, de stationnement, et puis pour revégétaliser les villes, mieux s'adapter au changement climatique, etc. Et avoir un peu les gains en termes de qualité de vie, de santé aussi, en réduisant la place de la voiture. Et c'est quelque chose, pour le coup, qui est un peu trop souvent oublié, ou en tout cas un vrai bénéfice qu'on peut avoir aussi à limiter la place de la voiture, c'est qu'il y a tout un tas d'impacts sur la santé aujourd'hui liés à la prédominance de la voiture. Il y a aussi, donc, au-delà du fait que ça empêche d'avoir davantage de végétation quelque part dans les villes, d'avoir une forte consommation d'espace. Il y a aussi des enjeux en termes de pollution de l'air. Donc c'est pas que le secteur des transports et pas que la voiture, mais il y en a quand même une bonne partie, notamment dans les zones les plus denses, qui est liée au transport. Il y a de la pollution sonore, avec tous les impacts sanitaires aussi qu'il peut y avoir là-dessus, qui dans certaines évaluations sont évalués à des niveaux d'impact sur la santé qui peuvent être comparables à la pollution de l'air, alors qu'on en entend beaucoup moins parler en fait des impacts sur la santé de la pollution. C'est un peu invisible, tu vois. Les gens se retrouvent dans les hôpitaux, j'ai un problème, pour dire que c'est à cause de la pollution de l'air. Alors c'est évalué aujourd'hui, c'est quantifié, mais c'est pas la première réaction. C'est monsieur, vous avez de l'asthme. Mais monsieur, vous êtes fragile des poumons. Je meurs. Il est mort parce que ses poumons étaient fragiles. C'est tellement dissipé et tout ça que ça me paraît toujours très dissonant d'entendre ce type d'argument, qui est pourtant important, il faut le préciser, mais parce qu'il n'est pas palpable. Je veux dire, t'as pas des gens qui meurent dans la rue parce qu'il y a des voitures qui passent, tu vois. Enfin, si, il y a des accidents, c'est forcément. Autre impact. Voilà, nouvel impact. Mais t'imagines, la voiture, elle passe, et avec les particules, les gens, ils tombent. Je suis sûr que si c'était le cas, qu'on le vivrait, on aurait déjà banni la voiture depuis très très longtemps. Mais c'est intéressant parce que les chiffres de la pollution sont quand même assez effarants. 800 000 morts chaque année. La voiture est aussi en cause là-dedans. Je crois que si maintenant ça devait se reporter là devant nos yeux,
et qu'on voit les gens qui tombent, c'est comme si à chaque fois que tu te balades dans la vie de tous les jours, dans l'année, tu vas voir au moins une centaine de personnes tomber à côté des voitures, quoi. Là, on réagirait très différemment. Ouais. Mais donc, c'est vrai qu'il y a tous ces impacts-là, puis les véhicules sont très gros aujourd'hui, c'est très compliqué en vélo, dans les rues de Bruxelles qui sont relativement petites par moment, je pense à des communes comme Saint-Gilles, c'est vraiment très compliqué, on sait pas passer, quoi. Moi, je peux aller en contresens, et généralement, t'as cette grosse bagnole avec le gars qui te regarde, et toi, t'es là, bon, est-ce que je peux passer? Et lui, il va pas bouger d'un iota parce qu'il y en a plein derrière, et donc tu galères, etc., parce que la taille a augmenté. Je vais te laisser continuer parce que t'avais pas terminé tes points, parce que ça me fait penser que je dois aller sur autre chose après. Mais vas-y, je te laisse continuer. En gros, sur les impacts, notamment sur la santé, du coup, il y avait donc cette consommation d'espace et le manque d'espace vert. Il y a du coup la question de l'accidentalité que t'as rajouté. Pollution de l'air, pollution sonore. Et pollution sonore, en fait, il y a la gêne qu'on a liée au bruit qui peut être assez gênant, qui peut nous perturber, mais les impacts sur la santé sont moins connus pour le coup. Et il y a des impacts, y compris sur les maladies cardiovasculaires, sur l'hypertension, sur l'obésité, etc., qui sont liés à la pollution sonore. Et ça, c'est assez peu connu. La pollution sonore a un lien de corrélation avec l'obésité? Oui, c'est parmi les évaluations qui peut y avoir, parce qu'en fait, via le stress que ça implique pour le corps, ou via, par exemple, les difficultés à trouver le sommeil, via, en fait, plein de gènes qu'il peut y avoir de ce type-là, eh bien, en fait, le corps va réagir de manière négative, quoi. Il va y avoir des impacts sur la santé qui sont particulièrement négatifs aussi et qui sont de mieux en mieux documentés dans la littérature. Et ça, en effet, par exemple, c'est assez peu connu et en gros, 2/3 des impacts ce qu'on appelle le coût social du bruit en France, c'est lié au transport. Et là-dedans, c'est essentiellement le transport routier. Et après, quand on a un certain nombre d'enquêtes aussi sur finalement, quels sont les bruits des transports qui sont les plus significatifs, ce qui ressort le plus, c'est avant tout les 2 roues motorisées, sur lesquels il y a assez peu de régulation pour le coup, malgré finalement les impacts, y compris sur la santé, qui sont très forts. C'est aussi les bruits de voitures, les bruits de klaxons et les bruits de camions, quoi. En gros, c'est un peu ça qui ressort. Et donc ça, c'est typiquement un enjeu sanitaire qui sort un peu des radars, pour le coup, qui est pas vraiment évoqué, alors que, comme je disais, dans certaines évaluations, il y a des impacts qui sont dans des ordres de grandeur similaires à la pollution de l'air. Donc après, il faut toujours prendre avec des précautions. C'est certaines de ces évaluations sur le coût social, sur les impacts sanitaires qui peuvent être difficile il y a toutes des questions bien évidemment méthodologiques pour voir quel type de décès ou de problème de santé on peut attribuer à tel type de source, comme tu évoquais, parce qu'on voit pas directement les gens qui pour quelles raisons ils ont telle ou telle maladie, par exemple. Et puis, dernier élément sur les impacts sanitaires aussi de nos mobilités actuelles, c'est la question de l'inactivité physique, de la sédentarité. C'est-à-dire que nos modes de vie sont devenus de plus en plus sédentaires. Voilà, t'es assis au boulot, t'es assis dans ta voiture, là, on est assis 2 heures par jour. Ouais. On est assis devant un bureau. Chaque fois, je ramènerai des vélos de maison et on fera un talk comme ça. Hein. Voilà, comme ça, on sera en meilleure santé à la fin. Et en fait, comme on a de manière générale des modes de vie et notamment des mobilités aussi de plus en plus inactives, sédentaires, eh bien en fait on a des problèmes de santé qui sont aussi beaucoup liés à ça. Et donc retrouver des mobilités plus actives comme la marche, comme le vélo, et assez souvent aussi indirectement les transports en commun impliquent souvent par exemple de la marche pour aller jusqu'à la station aussi. Eh bien en fait on peut avoir des bénéfices pour la santé qui sont particulièrement importants. Un travail qui est en cours avec d'autres chercheurs sur les scénarios de prospective transition 2050 de l'ADEME, dans le scénario où en gros il y a le plus fort développement de la marche et du vélo, et bien d'ici 2050 on pourrait gagner 3 mois d'espérance de vie en moyenne en France si jamais on allait dans ce scénario-là, juste en comptant les bénéfices de l'activité physique. Donc, mais santé, et puis moins de soins hospitaliers, moins de prise de médicaments sur plein de trucs, parce que on maintient son corps en forme. C'est vrai que tout ça joue. C'est génial, c'est beau, et je souhaite vraiment qu'on arrive à des projets de société comme ça. État des lieux aujourd'hui, on parle beaucoup de voitures électriques en Belgique. Il y a un article qui est sorti sur, on a trouvé du lithium, on savait qu'il y avait du lithium, et un chiffre est sorti qu'il y avait 250 000 voitures qui pouvaient être construites avec ça pouvait alimenter 250 000 voitures, je crois que c'est un truc dans le genre. Mais c'est intéressant parce que ça a de nouveau été communiqué autour des voitures qu'on peut déployer, mais pas autour des vélos
qu'on pourrait déployer, alors que c'est quand même aujourd'hui l'enjeu. 250 000 voitures en vélo, ça représente quoi? 100 fois plus. En vélo assistance électrique, 100 fois plus qu'une voiture classique, ou 200 fois plus par rapport à un gros SUV électrique ou un pick-up électrique, en termes de consommation de ressources ou de métaux. Waouh. Donc ça veut dire 250 millions de voitures. Attends, 250 000, je rajoute un zéro, ça fait 2,5 millions. 25 millions. 25 000 je sais pas si c'est par an ou au global, mais... C'était par an que ça okay. pouvait produire. 25 donc millions, waouh, de vélos. Et ta belge, vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'état des lieux, est-ce que... ton président a parlé... il aime la bagnole, on aime la bagnole, etc., etc. On sent qu'il a pas envie de trop changer là-dessus. Je sais pas si tu as lu le fameux plan écologique de Macron, son gouvernement. Est-ce que les transports, ça dit quoi là-dedans? Eh bien, ça dit qu'en réalité, il va falloir changer les pratiques de la voiture actuelle, parce que si on veut atteindre les objectifs à l'horizon 2030, en gros, jusqu'à maintenant, la vision de la transition est essentiellement technologique. C'est-à-dire, on va passer à l'électrique pour la voiture, c'est ça qui est vendu, et dans le discours d'Emmanuel Macron, typiquement, c'est ça qui ressortait beaucoup. Et en fait, du coup, il y a un décalage entre le discours public du président et finalement ce que racontent les documents du secrétariat général à la planification écologique, qui lui renseignent bien. C'est pas Macron qui l'a écrit, faut le préciser. Non, c'est ça, mais quelque part, il y a un peu une sorte d'incohérence entre ce document qui indique qu'il va falloir, pour le coup, transformer fortement les usages, et puis le message politique envoyé par le président, qui est globalement, on va passer à l'électrique et tout se passera bien. Parce qu'en fait, dans une vision très techno de la transition où on va passer à l'électrique, etc. Alors ça coince sur plusieurs aspects. En gros, c'est pas suffisant sur plusieurs aspects, notamment le fait que le renouvellement du parc est particulièrement lent. Et on sait qu'à l'horizon 2030, donc d'ici 7 ans, même si jamais on atteint 2/3 des voitures vendues qui sont des voitures électriques, eh bien ça représentera 15% du parc. C'est-à-dire qu'au mieux, on peut imaginer des baisses d'émissions. Alors là, c'est vraiment que à l'usage, c'est sans tenir compte de l'analyse de cycle de vie globale. Sur l'ensemble du cycle de vie, la voiture électrique est bien plus favorable que le thermique, mais il y a quand même plus d'émissions à la production. Et puis après, c'est sur une longue période, disons, qu'on amortit. Voilà, c'est ça. Tu pollues bien pour la faire construire, mais après, derrière... C'est pendant l'usage qu'on a tous les gains d'émissions. Donc ces gains d'émissions, après, ils se répartissent dans le temps sur plusieurs années, finalement sur toute la vie du véhicule. Mais du coup, 15% de voitures électriques dans le parc en 2030, ça veut dire qu'il y a encore 85% qui sont soit des voitures thermiques, soit des voitures hybrides qui en gros consomment au moins en bonne partie du pétrole. Donc ça veut dire que c'est loin d'être suffisant pour atteindre des baisses d'émissions qui sont bien supérieures à ça, en gros dans les plans du gouvernement. Et ça veut dire qu'au-delà de l'électrification qui est le levier vraiment le plus mis en avant, eh bien il y a tout un tas d'autres leviers davantage de sobriété qu'il faut solliciter à court terme, d'autant plus qu'on a des objectifs qui sont encore plus ambitieux à l'horizon 2030 que ce qu'on pouvait avoir dernièrement, le nouveau plan de l'UE qui s'appelle le Fit for 55, en gros une baisse de 55% des émissions en 2030 par rapport à 1990, eh bien ça implique des baisses d'émissions encore plus fortes à court terme, et donc on est obligé en fait dans ce genre de contexte d'être très ambitieux sur la sobriété. Sauf que c'est pas le discours public qui a été annoncé, et du coup quelque part c'est déjà prendre un premier risque qu'on nous loupe nos objectifs, parce que on voit souvent finalement le décalage entre les discours et l'action, mais là c'est presque entre finalement les objectifs et ce qu'il y a dans la feuille de route, et le discours qui n'est même pas aligné avec le niveau d'ambition et ce qui est prévu par la stratégie nationale bas carbone. Alors c'est ce qui est en cours de révision actuellement, tout n'est pas encore complètement finalisé, mais en tout cas on a un discours politique envoyé vers le public finalement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait pour avoir une sorte de récit plus mobilisateur et laisser entendre que en fait en réalité il va falloir qu'on change une grande partie de nos pratiques de mobilité. Ça veut pas dire que tout le monde passe au vélo ou tout le monde passe au train, etc., mais ça veut dire que globalement il faut que de plus en plus de personnes passent au vélo, que d'autres se séparent de la voiture pour passer au train, d'autres utilisent encore la voiture mais de manière beaucoup plus partagée, que y ait davantage de développement de l'électrique qui fait partie des solutions, qu'on passe à des véhicules qui sont plus sobres également. Plus léger, tout ça, bien sûr. Voilà, donc il y a en fait toute une gamme de transformations
qui concerne pas toujours les mêmes personnes, mais en tout cas, globalement, une grande partie des Français vont devoir changer leur pratique de mobilité si jamais on veut réussir à atteindre nos objectifs climatiques. Donc c'est ça qui aurait dû être envoyé un minimum comme message, alors sans terroriser la population, etc., en montrant à quel point cet effort-là allait être accompagné, à quel point voilà les politiques publiques allaient soutenir ces nouveaux usages. Mais c'est sûr que ça aurait été un petit peu plus positif comme message envoyé que ce type de phrase sur on aime la bagnole et moi je l'adore qui n'a pas forcément en plus un grand sens dans le sens où beaucoup de personnes sont dépendantes à la voiture mais n'y vouent pas forcément un culte ou un tas d'attachements émotionnels. C'était un peu un coup de démago, tu vois, pour le coup, parce qu'il y a pas mal de gens qui forcément sont attachés à leur voiture, ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de désinformations autour de la voiture électrique, forcément. Rapidement, remplacer toutes les voitures électriques de France par toutes les voitures thermiques par électrique. Admettons, il y a un gros plan. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Je vais même aller plus loin dans ma question. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable en même temps que tous les autres pays sont en train de le faire? C'est une question dont il n'est pas facile de donner une réponse tranchée pour le coup. Je ne demande pas une réponse tranchée, parce que c'est très complexe forcément. Oui, en effet, ça dépend d'énormément de choses et sur quel sujet on regarde la question. On peut la regarder en termes de besoins d'électricité, on peut la regarder en termes de besoins de lithium, en termes de besoins de cobalt, de cuivre, de nickel, etc. Et typiquement, suivant les chimies de batterie par exemple qu'on va utiliser, ce sera pas les mêmes besoins. Selon est-ce que on fait de la sobriété aussi dans l'usage de la voiture ou est-ce qu'on développe des véhicules plus ou moins gros, bien évidemment les besoins seront très différents. Ce qu'on sait, c'est que sur les métaux des batteries, vu qu'il va falloir électrifier le parc pour atteindre les objectifs climatiques, ça c'est un côté incontournable quelque part de davantage électrifier. On sait qu'on va avoir des besoins de métaux en plus sur les métaux, sur les métaux nécessaires pour les batteries. Et on n'a pas de métaux chez nous. Et on a assez peu de métaux chez nous. Alors on peut, c'était tout à l'heure le lithium en effet. Après c'est vrai que sur les autres métaux globalement on va être assez dépendant de l'étranger. Mais en tout cas ce qui est important c'est que c'est assez difficile de dire est-ce qu'on aura assez de métaux par exemple pour électrifier toutes les voitures. Mais potentiellement sur certains métaux, par exemple, j'ai tendance à penser que sur le lithium, on en a potentiellement assez pour électrifier le parc mondial. Mais ça veut pas dire qu'il y aura pas des tensions à plus court terme, parce qu'en fait, on a une telle hausse de la demande que la mise en production de nouvelles mines ne suit pas forcément. Donc c'est que par exemple, sur certains types de métaux, en gros, la formule, c'est un peu de dire on a potentiellement assez de stock, mais on va avoir des problèmes de flux. Et finalement, c'est un petit peu pareil sur le pétrole. On peut avoir souvent des discours très rassurants de dire « Ah, mais de toute façon, il reste 40 ans de pétrole, etc. » Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème de flux, dans le sens où finalement, le pétrole a des prix qui varient fortement, qu'on a tout un tas de problématiques sociales, économiques à chaque fois qu'il y a des hausses des prix des carburants, qu'en fait, depuis les années 70, on a eu des chocs pétroliers. Et pour autant, aujourd'hui, on a encore un stock qui est trop important, quelque part, par rapport au climat, mais ça n'empêche pas d'avoir des problèmes de flux tout à fait significatifs parce que t'es en train de siroter donc tu t'as un peu moins qui arrive, il en reste toujours mais c'est ça, il peut être plus coûteux à extraire et pareil pour les mines en quelque sorte. Et pour les mines, ça va être en effet le fait que déjà on peut aller vers des mines où les métaux sont de moins en moins concentrés. Donc pareil, ça peut demander plus d'énergie pour les extraire, mais c'est aussi et surtout que sur des métaux qu'on utilisait relativement peu aujourd'hui ou dans des ordres de grandeur moins élevés que ce qu'on va faire avec l'électrification, eh bien ça demande de mettre en service un grand nombre de nouvelles mines et que des fois entre le moment où on va prospecter la mine et le moment où on va la mettre en service, eh bien il peut se passer de l'ordre d'une quinzaine d'années. Et du coup, ça veut dire que si on s'y prend aujourd'hui pour se dire on voudrait mettre en place des nouvelles mines de cuivre, de lithium, de cobalt, etc., eh bien en fait on les a pas demain ces ouvertures de mines. Donc c'est pas non plus une problématique nouvelle, donc on s'y met pas qu'aujourd'hui, mais en tout cas il peut y avoir des tensions de court terme comme on a vu sur l'année 2022 où le prix de certains métaux a beaucoup augmenté. Après depuis c'est reparti un peu à la baisse pour un certain nombre d'entre eux, mais en tout cas ça nous indique
on n'est très clairement pas à l'abri de tensions sur ces sujets-là. Ça, c'est finalement un peu une certitude qu'on peut avoir dans beaucoup d'incertitudes sur cette question des métaux, c'est que il y aura des tensions, et il y en a déjà eu, soit pour des raisons en partie géologiques, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de non-acceptabilité finalement, de mettre en place certaines mines par rapport aux impacts environnementaux, par rapport aux impacts sociaux que ça peut avoir à certains endroits. Donc c'est ça qui peut aussi créer des tensions sur ces marchés des métaux, et sur du coup le développement de l'électrique, et finalement une manière de répondre à ça sans mettre de côté nos objectifs climatiques, c'est de dire ok, il faut qu'on aille vers l'électrique, mais allons-y avec sobriété dans le type de mobilité qu'on développe et dans le type de véhicule qu'on développe. Et parce qu'il nous reste aussi les autres limites planétaires forcément au-delà de ça. En plus, c'est ça. C'est pas parce qu'on a finalement, même j'évoquais potentiellement, on a assez de lithium pour tout électrifier, ça veut pas dire qu'il faut y aller sans se poser de questions de sobriété, parce que avec n'importe quelle extraction de matière, il y a des impacts qui sont associés, donc si on veut les limiter, il faut limiter les consommations de ressources de manière générale. On avait vu dans la première vidéo que les voitures à hydrogène c'était un gadget pour amuser la galerie. Regardez où on a fait une voiture à hydrogène. J'ai vu un taxi à hydrogène passer la dernière fois, j'ai rigolé en me disant ils continuent un peu leur com à ce niveau-là. Ça pour le coup c'est une nouveauté depuis l'année dernière, c'est qu'on avait une boîte française qui s'appelle Opium, qui était d'ailleurs il y a un an sur le marché de l'automobile. Macron qui était rentré à l'intérieur de cette voiture à hydrogène, qui avait un peu tout pour réussir. Pendant un temps c'était l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari qui était à la tête du conseil d'administration. Ils sont la Ken dans Barbie, mais vas-y. Et finalement, cette boîte-là, elle est en situation extrêmement compliquée parce que notamment la voiture à hydrogène, c'est pas ce qui va fonctionner le mieux. Et en l'occurrence, il y a des vraies difficultés de financement. Alors, si elle n'a pas déjà coulé, c'est une des possibilités pour les mois à venir. Mais en tout cas, ça montre qu'on a des signaux encore supplémentaires quelque part du marché qui nous montrent que l'hydrogène ne sera pas une solution massive sur les voitures, que ça peut être un marché de niche pour quelques voitures ou quelques taxis ou autres, mais que ce sera vraiment l'électrique qui dominera pour la voiture. J'entends beaucoup dans les technosolutionnismes parler forcément de e-fuel. Alors bon, j'ai été voir 10 € le litre, merci. Je vois que Porsche, ils sont vachement derrière. Enfin, forcément, Porsche, ils veulent garder le bruit du moteur, ils veulent le garder. Et d'ailleurs, la fameuse loi européenne pour arrêt des ventes de véhicules neufs thermiques en 2035, où je crois qu'il y a eu du chipotage un peu dessus récemment, il me semble. J'ai pas trop suivi, mais je sais que les voitures de sport ne rentrent pas là-dedans. Ouais, en fait, disons que l'Allemagne, pour des raisons notamment de politique interne, bref, c'est un peu complexe ou pas forcément hyper intéressant de rentrer là-dedans, mais en gros, ils ont poussé pendant un temps pour que les e-fuels, les carburants de synthèse, on peut aussi les appeler comme ça, ils soient intégrés finalement dans cette, en gros, qu'on puisse continuer à vendre des véhicules thermiques à condition de s'assurer qu'ils soient alimentés par des e-fuels et pas par du pétrole à partir de 2035. Mais en réalité, le texte a assez peu bougé dans sa version finale. Il y aura des discussions supplémentaires sûrement à venir dans les mois ou années à venir. Je sais pas à quel moment ça interviendra de nouveau. Mais au final, c'est pas vraiment une solution en fait, ces carburants de synthèse. D'autant plus pour la voiture, en tout cas, c'est vraiment pas une solution. Éventuellement pour d'autres modes de transport qui n'ont pas vraiment d'alternative. Mais juste pour donner un ordre de grandeur, alors t'évoquais le surcoût qui est particulièrement fort. Après, potentiellement, le prix pourrait baisser à l'avenir, mais on resterait sur des carburants particulièrement coûteux. Et en gros, si on compare en termes de besoin d'électricité, parce qu'en gros, pour fabriquer ces carburants de synthèse, il faut beaucoup d'électricité. Si on compare les besoins d'électricité pour faire rouler une voiture avec des e-fuels sur, imaginons, 100 km par rapport aux besoins d'électricité pour faire rouler une voiture électrique à batterie, et la perte, eh bien, il faut 4 à 5 fois plus d'électricité pour la voiture avec des e-fuels. Donc, on se doute bien 4 à 5 fois plus d'électricité pour parcourir le même nombre de kilomètres pour produire le e-fuel qui va permettre d'alimenter la voiture. C'est ça. Alors qu'en fait, tu pourrais alimenter 4 autres voitures électriques. 4 à 5 autres voitures électriques pour le même type de trajet. Ouais, donc en fait, c'est juste un truc
aussi un peu gadget pour amuser la galerie, pour que tonton Michel Sardou puisse continuer à rouler dans sa grosse voiture ou Macron dans sa bagnole, quoi, et avoir le plaisir du moteur qui fait son vroom, parce que ça balance quand même des gaz à effet de serre, quoi qu'il arrive. Alors, en gros, ça dépend du type d'e-fuel. Oui, c'est ça. Ça dépend comment c'est produit. Si c'est produit complètement à partir, en gros, le process pour les carburants de synthèse, il faut combiner de l'hydrogène avec du CO2. Et à chaque fois, pour avoir ces ressources-là, il faut de l'électricité. Si on veut que ce soit de la manière la plus durable, la moins émettrice de CO2 possible, il faut à chaque fois que ce soit de l'électricité bas carbone, renouvelable ou nucléaire, si on aime bien aussi le nucléaire, pour produire cet hydrogène bas carbone et ce CO2 qu'on ira capter idéalement dans l'atmosphère. Pour que on puisse considérer qu'au final il est neutre en carbone, parce que le CO2 qu'on aura capté, on le rejette. Et donc à chaque fois, pour produire de l'hydrogène bas carbone, il faut faire ce qu'on appelle de l'électrolyse de l'eau. Donc ça demande déjà pas mal de besoins électriques pour produire de l'hydrogène, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que la voiture à hydrogène n'est pas vraiment la solution, parce que déjà il y a plus de besoins électriques pour une voiture à hydrogène que pour une voiture électrique à batterie. Et ensuite, de l'autre côté, pour les carburants de synthèse, il faut aussi aller capter ce CO2. Et c'est pour ça que il y a des besoins d'électricité particulièrement importants. Et on peut prétendre que si toute cette électricité utilisée est de l'électricité bas carbone, ben, au final, ces carburants de synthèse émettront très peu. Mais en fait, c'est vraiment la pertinence de cette solution qui est questionnée. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas non plus de l'électricité bas carbone à profusion et avec des volumes suffisants pour alimenter en carburant de synthèse beaucoup de nos modes de transport. Pour donner juste un ordre de grandeur, à partir d'un rapport de l'Académie des technologies en France, qui a regardé si on veut décarboner le transport aérien en France, alors sans particulièrement faire de sobriété, en 2050, les besoins en électricité pour produire des carburants de synthèse qui permettraient de décarboner 60% des besoins énergétiques du transport aérien. Donc c'est pas pour l'ensemble du transport aérien, mais pour 60%. 6 avions sur 10, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça. Eh bien, il faudrait 170 TWh d'électricité. Ça représente quoi, ça? 170 TWh d'électricité en France, ça représente un tiers de la consommation, de la production d'électricité en France aujourd'hui. Donc largement plus aussi que l'électricité bas carbone, l'électricité renouvelable en tout cas, si qu'on peut avoir. Si on prend bas carbone avec le nucléaire, on est au-delà bien sûr. Mais en tout cas, ça montre que les ordres de grandeur de production d'électricité nécessaires pour rien que décarboner 60% du transport aérien en 2050 sans sobriété, eh bien en fait ils sont bien supérieurs aux besoins d'électricité, par exemple pour alimenter l'ensemble des voitures électriques, même si on fait pas de sobriété sur les voitures. Alors du coup, il est faisable. Tu vois, il y a pas des gars qui ont calculé, se sont dit, venez les gars, on fait quand même les avions à hydrogène, ce sera disponible qu'à une petite partie de la population qui pourra continuer à se faire plaisir, et c'est une énergie qu'on va surconsommer dans un endroit et qu'on donnera pas à d'autres à qui on va dire bon les gars, prenez vos pieds et allez marcher jusqu'au boulot. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça dépend de vers quelle société on se dirige, hein, forcément. Exactement. C'est un peu le risque, et d'ailleurs il y a une étude récemment qui a été relayée notamment par le CITEPA, qui faisait un peu le bilan des émissions de gaz à effet de serre selon les différentes tranches de retenue, récemment, j'ai vu ça. Ouais. Il y a eu un élément là-dessus, et puis il y a une citation d'Agnès Pannier-Runacher sur la ministre de la Transition énergétique sur cette étude-là, qui dit à quel point les inégalités qu'il peut y avoir confortent les politiques publiques qu'il peut avoir. Et ce qu'elle cite, c'est assez intéressant, c'est que elle dit en gros nos solutions, c'est à la fois de faire davantage contribuer les plus aisés pour qu'ils payent davantage le coût de leur pollution, et que ça, avec cet argent-là, ça permettra de financer des solutions pour en gros les classes moyennes et les classes moins aisées, pour qu'elles puissent avoir des solutions davantage décarbonées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je sais pas à quel point c'est volontaire de l'avoir tourné de cette manière-là, mais c'est que en gros, tel que c'était dit, les plus aisés ne font pas d'efforts pour réduire leur empreinte carbone. Par contre, ils doivent payer pour leur pollution. Voilà, c'est ça. Et ils financent en gros des solutions de décarbonation, mais pour que les moins aisés fassent les efforts quelque part de réduction d'émissions. Donc que les moins efforts fassent l'effort pour conserver, si je vulgarise rapidement,
Si je simplifie, même j'ai envie de dire, pour que les riches continuent à faire ce qu'ils font. Tel que c'était présenté, en tout cas, ça laisse entendre que les inégalités dans les émissions seraient amenées encore à augmenter si jamais on suivait ce type de plan-là. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la manière dont la transition est menée, dans la manière dont la sobriété est présentée, eh bien, c'est assez peu une sobriété qui contraindrait ou qui inciterait très fortement les plus aisés et les plus émetteurs à changer de pratique de mobilité. On a eu voilà, éteindre le Wi-Fi le week-end et arrêter les emails rigolos, mais on n'a pas eu que les plus aisés arrêtent leur voyage en avion les plus lointains, alors que les ordres de grandeur d'émissions, ils sont plutôt là en termes d'impact carbone individuel des personnes qui, voilà, on sait que pour l'aérien, c'est particulièrement significatif pour des personnes qui prennent beaucoup l'avion. Donc en effet, ça questionne beaucoup la répartition de l'effort et on sait à quel point ça c'est une question extrêmement forte pour embarquer le plus grand nombre dans des changements de pratique, de mobilité, mais plus globalement les changements de mode de vie ou autres qui sont nécessaires dans la transition. On sait que les gens sont prêts à faire des efforts s'ils perçoivent que les efforts sont répartis de manière juste au sein de la population. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on pourrait attendre une répartition un peu plus équitable de ce point de vue-là dans les efforts et dans le fait de viser à la fois les secteurs, les pratiques, les ménages qui ont les plus fortes émissions et qui devraient en priorité finalement avoir des efforts plus significatifs si on essayait de converger un peu vers une réduction des inégalités et que le plus gros des efforts ne pèse pas sur ceux qui sont les moins aisés, qui ont déjà en moyenne en tout cas des émissions moins fortes. Pourquoi est-ce que le train est toujours plus cher que l'avion ? Ça commence sérieusement à me saouler. Hein. Je dois partir à Barcelone. Merci Oxfam, hein, c'est Oxfam qui m'invite, on y va en train. J'ai été voir combien ça coûte. Je me suis dit, ouh là 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 là, surtout quand c'est les périodes de vacances ou qu'il y a un événement, les prix s'envolent quand il y a beaucoup de monde. Mais en avion, c'est toujours hallucinant de voir cette différence. C'est 3 à 4 à 5 fois parfois moins cher, quoi. Comment ça se fait, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs éléments d'explication. Alors déjà, je vais poser ça sur les vélos après, les vélos cargo. Hein. Restez bien là parce qu'il y a des trucs importants là derrière. Mais déjà, vas-y, explique-moi. Sur le comparatif entre l'avion et le train, bon déjà, ça va dépendre un peu des types de trajets, à quel moment on prend les billets, sur quel type de destination, etc. Bien à l'avance, au global, l'avion n'est pas toujours plus cher que le train, mais en tout cas, quand il l'est, il peut y avoir plusieurs raisons. Notamment, plus le trajet va être long, plus ça va être favorable au transport aérien qui, lui, a assez peu de coûts d'infrastructure, quelque part, alors que le train a des coûts d'infrastructure quand même particulièrement importants. C'est notamment pour ça. C'est drôle parce que moi, j'imagine que c'est l'inverse quand même. Enfin, j'imagine, un aéroport à tarmac et puis les gates, on arrive, on ramène les citernes et tout ça, mais les infrastructures sont beaucoup plus complexes sur les trains, ouais, c'est vrai. En gros, c'est que le train est une infrastructure linéaire. Du coup, plus la distance à parcourir est longue, plus il y a des coûts d'infrastructure ou des péages qui doivent être payés, un peu comme sur le routier, hein, sur les autoroutes. Eh bien, les entreprises ferroviaires doivent payer des péages aux gestionnaires d'infrastructures pour justement permettre de financer ou de moderniser ou d'entretenir, etc., les infrastructures ferroviaires. Ouais, alors que les avions, sur l'avion, il y a 2 aéroports. Ouais. Si jamais c'est sur un trajet relativement court, il y a ce coût-là. Et si c'est sur un trajet plus long, en fait, il y a à peu près le même coût. Alors, voilà, c'est pas forcément exactement le même pour autant. Mais plus le trajet est long, plus en pourcentage des coûts du transport aérien, moins l'infrastructure sera significative dans le coût global du billet d'avion. Et après, dans ce qui est plus significatif en termes de coûts pour le transport aérien par rapport au train, c'est les coûts énergétiques, mais qui sont que les coûts directs de paiement du kérosène, du carburant, mais par contre, ces carburants-là ne sont pas taxés. Donc ça, c'est une des problématiques qui est un peu des différences de concurrence aussi entre le train et l'avion, dans le sens où typiquement voilà, comme cette énergie-là n'est pas taxée comme elle peut l'être par exemple sur les carburants routiers, eh bien artificiellement, ça a tendance à favoriser le transport aérien, ou en tout cas à le rendre moins cher
que si jamais il était taxé, par exemple, au même niveau que le transport routier. Donc ça, c'est aussi une distorsion de concurrence qu'on peut avoir entre ces modes de transport-là. Eh bien, en gros, ça vient d'une convention, c'est la convention de Chicago, si je me souviens bien, ça doit être 1947 ou 48 de mémoire, où en gros, un moment où le transport aérien bien été vu comme un moyen d'avoir la paix entre les nations, de pouvoir avoir des échanges, etc. Et du coup, il ne fallait pas finalement renchérir ce moyen qui permettait de garantir la paix. Je vois. Et donc, en fait, il a été fixé de ne pas taxer les carburants aériens. Alors, de mémoire, il y a certaines petites limites, en gros, qui peuvent permettre certains pays, en tout cas pour leur trajet interne, de taxer le carburant. Mais c'est pour le transport international où là, c'est plus difficile de pouvoir avoir des taxes, à moins de passer par des accords bilatéraux, etc. Qu'en gros, plusieurs pays se mettent d'accord ensemble pour taxer ce kérosène. Mais sauf que du coup, c'est quelque chose qui devrait être fait à une échelle la plus large possible. Donc c'est des fois utilisé un petit peu comme une excuse de dire bah non, on va pas le faire qu'en France parce que sinon on va y avoir une distorsion de concurrence. Il faut le faire au moins à l'échelon européen, voire même à l'échelon mondial. Et en même temps, c'est bien vrai, ce serait le plus efficace si c'était fait à l'échelon mondial. Mais en attendant, ça fait quand même quelques années que cet argument-là est utilisé et qu'en attendant, bah, typiquement en France, on taxe pas le kérosène alors que il faudrait davantage le faire pour au moins avoir un rééquilibrage, en tout cas. Et inciter à prendre plus le train. Voilà, l'Allemagne a mis des projets comme ça en place, que ça coûte pas trop cher. Si demain tu permets à avoir une véritable politique de réduction des prix des transports en commun, métro, tram, bus et train, je suis sûr que tu peux avoir tout de suite une transition nette sur ces secteurs-là. Ouais, c'est un peu plus difficile que ça. En tout cas, quand on regarde pourquoi les gens ne prennent pas les transports en commun, c'est pas toujours le critère du prix qui revient le plus. C'est quoi ? Alors après, ça va dépendre un peu sur quel type de destination. Et c'est vrai qu'entre les trajets du quotidien et les trajets plus longue distance, ça peut être un petit peu différent. Mais sur le quotidien, ça va être davantage l'offre de transport en commun qui est disponible, qui va être un critère beaucoup plus déterminant que le prix. Et y compris du coup dans des villes qui ont rendu les transports en commun gratuits, il n'y a pas non plus une multiplication par 3 ou 4 du nombre de passagers, il y a des hausses, mais qui sont pas forcément à des niveaux exceptionnels parce que en fait les gens, si jamais ils n'ont pas de transport en commun à côté de chez eux, il y a beau y avoir du transport en commun gratuit, ça va pas particulièrement les aider. Donc finalement, les principales attentes qu'ils vont avoir, c'est d'avoir une offre de transport en commun importante avec notamment une fréquence qui soit suffisante pour que ce soit un mode de transport qu'on puisse utiliser facilement et puis que si on loupe un bus, qu'il y en ait pas un 4 heures plus tard, mais que ce soit une offre suffisamment régulière avec une bonne qualité de service, etc. Et donc il y a un peu une sorte d'arbitrage à faire entre à quel point les financements publics, alors à la fois il faut aller chercher des financements publics supplémentaires pour financer ces transports en commun, mais est-ce que on les met dans le fait de réduire le prix pour les usagers, mais en même temps c'est pas forcément ça leur critère de choix, ou c'est pas forcément pour le prix qu'ils ne prennent pas les transports en commun pour un certain nombre d'entre eux, ou est-ce qu'on met ce surplus de financement sur une augmentation de l'offre, et là potentiellement ça peut amener à plus de changements de pratique si jamais ça permet à des nouvelles personnes d'être à côté d'une ligne de transport en commun ou d'avoir une qualité de service qui est suffisante pour qu'ils puissent plus facilement envisager de prendre ces modes de transport-là. Donc ça, c'est un peu pour la courte distance. Selon moi, c'est davantage la question de l'offre sur laquelle il faut focaliser, peut-être plus que sur les prix, ou bien sinon, en fait, dès aujourd'hui, il y a très souvent un intérêt à utiliser les transports en commun au quotidien, par exemple, plutôt que la voiture. Après, il peut y avoir des populations, les moins favorisées, qui aujourd'hui peuvent avoir des difficultés à payer les transports en commun. Je veux pas sous-estimer cette partie-là, mais potentiellement, ça peut être moins coûteux d'avoir de la tarification sociale ciblée sur ces personnes-là, plutôt que de le donner, par exemple, gratuit pour tout le monde. Et du coup, y compris les plus aisés qui déjà utilisaient les transports en commun, par exemple, vont avoir un coût des transports en commun quand ils vont pas payer de leur transport en commun. Et déjà aujourd'hui, de toute façon, c'est assez largement subventionné, les transports en commun, alors qu'ils ont les capacités financières de le faire et de participer finalement au paiement de au moins une partie de ces transports en commun. Donc ça, c'est un peu la problématique sur la courte distance. Sur la longue distance, le prix peut être un critère davantage plus déterminant, parce que pour le coup, les inégalités sur la longue distance, les inégalités de mobilité sur la longue distance
distance sont beaucoup plus significatives. On les cite très souvent sur le transport aérien à juste titre, mais en fait elles sont aussi valables sur les autres modes de transport. C'est-à-dire que la voiture va être beaucoup plus utilisée aussi sur les trajets de longue distance par les plus aisés, que par les moins aisés, parce que ce sont eux qui ont de manière générale plus les moyens de partir en vacances, de libérer du temps pour cela, sur place d'acheter à la fois de louer pour rendre l'hébergement, d'avoir des activités, maison de campagne, etc. bien sûr. Et en fait, du coup, ça pose des questions sur quel type de financement on met sur cette mobilité longue distance et à quel point ça risque ou pas de favoriser finalement les plus aisés. En tout cas, de manière générale, comme la mobilité longue distance, c'est plutôt une mobilité davantage de riches. Eh bien, finalement, le fait de favoriser très fortement ou de mettre beaucoup d'argent public dans ces mobilités longue distance, eh bien, c'est plutôt quelque chose favorable aux plus aisés. Donc après, y compris sur des politiques de réduction du coût du train, par exemple, sur la longue distance, eh bien, on peut se poser cette question-là. Quel est le bon système pour faire en sorte, finalement, de ne pas donner une sorte d'effet d'aubaine aux plus riches, de pouvoir soit payer leur prix du billet moins cher ou se déplacer encore Paris plus. Paris au Aix-en-Provence en train plutôt que prendre la voiture. Mais potentiellement les moins aisés resteront quand même sans possibilité de partir en vacances. En France, à l'été 2023, là, c'était la moitié des ménages en gros qui ne partaient pas en vacances. Donc c'est quand même une proportion énorme de la population, alors que souvent les médias ont tendance à faire comme si tout le monde partait en vacances dès qu'il y avait des vacances. Alors que c'est un peu je me sens plus du tout concerné par ce genre de choses. C'est local quoi maintenant. C'est sûr et certain. Revenons un peu aux villes. On voit de plus en plus de types de véhicules très différents. On parlait de ces fameux véhicules intermédiaires. J'ai vu des vélos qui sont là, des bobsleighs, aérodynamiques. C'est peut-être bien un vélo mobile, ça. Exactement, il y en a un à côté d'ici. Il est toujours garé. Alors c'est super chaud parce qu'on le voit. Je crois qu'on voit pas ça dans un rétro, mais bref, surtout quand t'es dans un gros SUV. Mais c'est sympa, t'es à l'abri de la pluie parce qu'il y a plein de gens qui voudraient passer de la voiture au vélo, mais qui se disent oh non, la pluie ça va me ralentir. Et effectivement, jour de pluie, tu vois que t'es tout seul, il y a beaucoup moins de vélos que quand il fait beau. Alors, changement climatique va changer les choses, puisque nous tournons cette vidéo, il faut le préciser, en octobre 2023. Nous sommes le 10 octobre, il me semble, le 9 octobre, on est le 9 octobre, et il fait 23 degrés à Bruxelles. En France, il a fait jusqu'à 31 degrés dans le sud. Voilà, donc ça prolonge le fait, c'est effroyable ce que je dis, ça me fout un écho, une anxiété de malade, mais qu'effectivement ça ralentit. Donc il y a plein de tout types de vélos, tu peux couvrir tes enfants, les fameux vélos cargo aussi, c'est des trucs sur lesquels on peut effectivement compter. Mais moi je te dis honnêtement à Bruxelles, moi qui suis proche de toutes les communautés, à la fois des gens qui sont dans la S, comme on dit, et à la fois de l'autre côté, donc dans la pauvreté, et à la fois dans un type de pauvreté en tout cas, parce qu'à l'échelle mondiale, c'est sûr que c'est pas vraiment le cas, mais aussi des riches. Et là où je vois les vélos cargo, c'est dans les beaux quartiers. Ici, t'es dans les quartiers bobos, bobo, voilà, t'es dans les quartiers de gens qui sont financièrement bien. T'auras tous les vélos cargo, t'as des parkings adaptés dans les parkings voitures, t'as un truc où les gens peuvent louer des espaces. C'est normal de voir ça ici. Moi, je vais de l'autre côté de BX, d'où je viens, où j'ai toujours grandi durant toute mon enfance, Anderlecht. Mec, vélo cargo, si j'en vois un, j'applaudis. C'est très l'usage de la voiture, de l'automobile. Comme si c'était encore un modèle de réussite pour un certain groupe de personnes, mais pas du tout pour un autre. Mais étrangement, les communes, notamment celles-ci, des résultats sont tombés. Donc les communes riches de Bruxelles sont celles qui ont le plus de voitures par personne, 1,5. Et les communes les plus pauvres, où pourtant je vois le moins de vélos, sont celles où il y a 0,55 voitures par personne. Ça veut dire que forcément, c'est des gens qui se disent « Ah, ici, on utilise les transports, on utilise la marche, on utilise notre voiture parce qu'on... » et ma femme utilise aussi une voiture, un peu dans ce concept-là, je parle pas de chez nous, pour les vacances, pour l'extérieur, pour pouvoir aller loin, tu vois, de nouveau on retourne dans ce principe-là. Mais j'ai l'impression que c'est inaccessible, ces vélos pour une certaine caste de la population. Je sais pas si tu as des études plus précises, toi, banlieue française. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, en fait, c'est que finalement ces véhicules-là, comparés à la voiture, sont moins coûteux. Mais en fait, ça reste un investissement très important d'acheter un vélo cargo. Ça peut être plusieurs milliers d'euros. 7 000 euros. C'est ça, il peut y en avoir facilement, 3, 4, 5 000 euros, etc.
Et c'est pour ça que finalement ce type d'investissement-là doit être aidé aussi pour les populations qui peuvent pas se les payer, parce que aussi le problème c'est qu'en tout cas ce vélo cargo va répondre à moins de besoins ou moins de types de trajets que la voiture. Donc finalement, ce que tu évoques, c'est qu'en fait les populations de bobos qui ont un vélo cargo, en fait, ont aussi potentiellement leur voiture chez eux, alors que l'objectif dans la transition de manière générale, ça va être d'avoir certes plus de vélos cargo, mais que ça remplace autant que possible aussi des voitures. D'autant plus où les voitures ont plus d'émissions à la production des véhicules, beaucoup moins à l'usage, mais ça veut dire que produire une voiture de plus électrique pour qu'elle roule assez peu et que tu n'utilises pas exactement. Eh bien ça aurait pour le coup un impact qui est quand même significatif, parce que du coup on a produit ce véhicule et les émissions et les impacts environnementaux sont forts à ce niveau-là. Donc ça veut dire que à l'avenir, de plus en plus, il faut réussir à davantage démotoriser les ménages. Et pour cela, on a un intérêt à avoir notamment des vélos cargo, mais aussi tout un tas d'autres véhicules, en tout cas, qui permettent de répondre autant que possible aux trajets du quotidien. Et puis, pour des ménages qui ont, en gros, dans les quartiers riches, du coup, si c'est 1,5 véhicule par ménage, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont multimotorisés, voilà, qui ont deux voitures. Eh bien, autant que possible, faire en sorte que ces ménages-là passent de 2 à une voiture, et éventuellement aussi que d'autres ménages qui ont une seule voiture passent de une voiture à plus du tout de voiture. Donc, ils se démotorisent. Et à ce moment-là, ça veut dire que quand on est démotorisé, c'est déjà le cas de 15 à 20% des ménages en France, donc c'est pas complètement nouveau. Mais en gros, quand on n'a pas de voiture, ça veut dire que selon les types de déplacements, il faut qu'on ait accès à différents types d'alternatives. Parce qu'en gros, la voiture est un peu utilisée comme le couteau suisse de la mobilité sur, voilà, comme on disait tout à l'heure, énormément de types de trajets différents, de 1 km à 1000 km. Et pour les alternatives à la voiture, c'est plus le cas. Il faut diversifier davantage. Il faut pouvoir utiliser la marche sur les courtes distances, le vélo quand c'est un petit peu plus long, les transports en commun quand on est sur des trajets encore plus longs ou qu'on est en ville, etc. En tout cas, à des endroits où il y a des transports en commun qui sont développés. Et puis potentiellement des véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture qui peuvent être développés aussi s'ils permettent de bien répondre à certains de ces trajets du quotidien. Et puis ponctuellement, si on a besoin d'une voiture, soit pour de la plus longue distance, ou à un moment on a besoin de 5 places à l'intérieur du véhicule, et ben voilà, qui est aussi des solutions d'autopartage ou bien de covoiturage aussi, où on va covoiturer avec d'autres personnes qui ont une voiture. C'est en fait, on se rend compte que si on veut remplacer autant que possible la voiture individuelle, il faut avoir un bouquet de mobilité, un bouquet alternatif de mobilité avec beaucoup d'autres modes de transport qui sont suffisamment développés pour permettre ces modes de vie sans voiture ou avec moins de voitures, de passer de 2 à une voiture par exemple. Et donc dans ce système-là où on essaie de sortir de la voiture, de remplacer autant que possible la voiture, eh bien idéalement passer à la marche, au vélo classique, au transport en commun quand on le peut, eh bien c'est très bien, parce que du coup c'est des modes de transport ou des véhicules qui n'impliquent pas vraiment de possession de véhicules particulièrement consommateurs de ressources. Et en même temps, quand on est par exemple typiquement à la campagne, qu'on a des distances qui sont plus longues, mais en même temps que pour un grand nombre de trajets domicile-travail, les personnes sont seules à l'intérieur de leur véhicule, elles peuvent avoir un intérêt à avoir des véhicules qui sont un petit peu plus proche de la voiture que le vélo classique. Donc c'est ce que tu citais par exemple. Alors dans cette catégorie des véhicules intermédiaires, il y a une diversité qui est vraiment assez énorme. En gros, dans les véhicules intermédiaires les plus proches du vélo, on peut mettre typiquement le vélo assistance électrique qui permet d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus loin, passer plus facilement les reliefs, moins se fatiguer, etc. Et on se rend compte déjà que les usages sont assez différents du vélo classique. Ça séduit beaucoup plus d'anciens automobilistes que le vélo classique. Donc déjà, c'est un premier type de véhicule. Les gens ne veulent pas arriver tout en sueur au boulot. Voilà, par exemple. Alors qu'il s'agit d'une adaptation du corps, puisque, alors ça dépend, il y a des gens qui transpirent pour rien. Moi, je fais ça, je transpire. Voilà, ça c'est sûr. Mais il y a une adaptation à partir du moment où tu le fais pendant 3 semaines, 1 mois. Ton corps s'est habitué et tu n'as plus la même transpiration quand tu te retapes la montée. Enfin, c'est normal, au début, t'es complètement mort, ton cœur bat. Mais c'est intéressant parce qu'au final, il y a une croyance que t'arrives au boulot tout dégueulasse, qu'il n'y a pas de quoi prendre sa douche. C'était ma croyance, hein. Moi, c'était pour ça que je refusais de prendre le vélo et que je me tapais, à l'époque où je travaillais sur Fun Radio, j'étais à 3 km. Allez, non, j'étais à 5 km.
5 km, tu peux prendre le vélo. Mais non, parce qu'il y avait une montée. Et donc, moi, je me suis dit, non, je vais être dégueulasse. Et toutes les fois où je l'ai fait, je puais, mais j'ai compris par la suite que c'était provisoire, tu vois. Donc voilà. Et puis il faut des bons déos, et puis il faut trouver d'autres chemins, etc., etc. Enfin, tu vois, dans cette notion-là. Mais sinon, t'as les scooters électriques aussi. Ouais, il peut y avoir de ça en effet qui est dans cette catégorie aussi. Dans ceux qui sont proches du vélo, en fait, qui peuvent être un peu des sortes de vélos spéciaux. Donc il y a les vélos assistance électrique, les vélos cargo qui ont été cités, qui permettent de transporter des enfants, transporter des charges, etc. Il y a les vélos pliants qui peuvent aussi faire plus facilement de l'intermodalité. Ton vélo pliant, il est venu en vélo pliant, hein. Pas de Paris, je vous rassure, mais intermodalité, donc passer d'un transport à un autre. C'est ça, par exemple plus facilement le mettre dans le train ou le mettre dans le bus, le car, bref, dans divers transports en commun. Donc ça peut être intéressant également. Il peut y avoir des vélos adaptés aussi aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap. Par exemple, aux Pays-Bas, c'est quelque chose d'assez largement répandu. Il peut y avoir, dans la catégorie un peu proche des vélos assistance électrique, mais qui ne sont plus légalement des vélos, il y a ce qu'on appelle les speed pedelecs ou les S-Pedelec, non, en gros, c'est des sortes de vélos assistance électrique, ça y ressemble énormément, sauf qu'au lieu d'être bridés à 25 km/h d'assistance comme les vélos assistance électrique, voilà, ils vont jusqu'à 45 km/h. Donc légalement, ce sont des cyclomoteurs. Voilà, mais en termes d'efficacité énergétique environnementale, c'est très proche en fait du vélo assistance électrique. D'accord. Et ça, typiquement, alors à la fois en ville, j'ai un bug. Excuse-moi, garde le tourner. J'ai un bug. Un vélo, il y a des vélos, tu peux rouler jusqu'à 40 km/h sans assistance électrique. Tu as juste à donner des pédales et tu y vas. Il y a des vélos électriques. Effectivement, t'as beau donner des pédales, le moteur te bride à 25 km/h, tu peux rien faire. Mais le vélo qui va à 45 assistance électrique, mais c'est comme si tu étais en train de pédaler sur un vélo de course. Bah c'est pas considéré comme ça en tout cas légalement. D'accord. Et à la limite, on peut se dire que typiquement c'est pas si mal que ça, que sur des pistes cyclables qui souvent en ville aujourd'hui sont un peu trop étroites, etc. déjà pour des vélos classiques. Bon, à Paris c'est effroyable. Il n'y ait pas des véhicules ou des speed pedelecs du coup qui roulent à 45 km/h sur ce genre d'infrastructure. C'est ça. Donc ça, on peut trouver ça assez logique, assez normal. Après, on peut, en gros, encore une fois, là où je vois la principale pertinence de ce type de véhicule, c'est plutôt dans les zones moins denses, où typiquement on peut avoir un intérêt à aller un peu plus vite parce que souvent les distances sont un peu plus importantes. Et puis aussi, ça permet de s'insérer un peu plus dans la circulation, dans des zones rurales, dans des zones périurbaines, d'être à 45 plutôt qu'à 25 ou même en dessous si jamais on est un vélo classique et qu'on n'a pas un super coup de pédale. Mais 25 c'est super, c'est génial 25. Hein, c'est suffisant en fait pour moi dans les villes. A priori ça suffit largement pour ce type de Montreuil-Paris 13 minutes. Excuse-moi, Paris-Nord, Montreuil-Paris-Nord, 13 minutes. J'ai fait ça ce matin. Hein. Je pensais que j'allais être à la bourre. À la Force des Mollets, du coup. Exactement, avec un vélo dot, tranquille. Je suis vraiment pile à Montreuil, je suis arrivé à Paris-Nord. Allez, j'exagère 13 minutes, j'ai fait 17 minutes. Mais c'est incroyable, hein, 17 minutes le matin, comme ça. Les automobilistes, ils ont râlé, tu sais, hein. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Et ouais, c'est surtout finalement dans des zones assez peu denses où ce type de véhicule peut permettre, en gros, d'aller plus vite, donc d'aller plus loin. En gros, c'est vraiment ça là. Il y a vraiment une corrélation forte entre à quel point on a une vitesse importante et à quel point du coup on peut répondre à des trajets d'une distance plus importante. Et l'intérêt de ces véhicules intermédiaires, c'est de pouvoir remplacer la voiture sur des trajets plus longs que le vélo classique. Plus long ou des trajets aussi un peu différents quand on peut transporter des charges, faire de l'intermodalité avec les transports en commun. Mais on remplace aussi des trajets plus longs en voiture par cette combinaison vélo plus transport en commun. Et après, quand on va vers des véhicules qui commencent à ressembler encore plus à la voiture, eh bien il y a un peu le vélo mobile que tu évoquais. Donc ça, faut s'imaginer donc un vélo qui est couché, qui est caréné, donc qui a une sorte de carrosserie très profilée, qui permet d'avoir un aérodynamisme excellent. En gros, c'est le véhicule à propulsion humaine le plus rapide au monde. Le record du monde avec ce type de véhicule-là sur du plat, c'est 144 km/h. 144. Donc, heureusement, c'est pas toi et moi qui faisons du 144 avec ce type de véhicule, mais ça montre que ça va beaucoup plus vite qu'un cycliste classique, parce que même les meilleurs cyclistes, en effet, alors c'est aux États-Unis dans des conditions assez particulières, un peu en altitude, tout ça, bref, tout avec j'imagine des modèles, des prototypes quand même qui sont faits pour aller très vite. Mais en gros, ce que ça montre, c'est que c'est très efficace d'un point de vue énergétique,
Mais après, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que c'est assez bas. En termes de visibilité, c'est pas forcément idéal et je pense pas que ce soit quelque chose qui va se développer de manière extrêmement forte. Par contre, une version un peu plus surélevée de véhicules qu'on peut appeler des vélos-voitures et qui d'ailleurs se développe déjà beaucoup plus actuellement. Il y a tout un tas de projets de ce type-là en France. Tu vois, c'est quoi des Custax? Non, c'est un terme super belge alors, j'ignorais. Tu vois, peut-être que je suis juste ignorant, ça c'est écoute, ça porte peut-être un autre nom, c'est des vélos à 4 roues, quoi, ça doit être, c'est bien possible. Tu peux pédaler avec quelqu'un et aller à Côte-Belge. En fait, on te loue ça pour les enfants, pour les plus âgés. Et c'est sympa. Alors, faut donner des pédales, parce que c'est des trucs des années 80. On appelle ça des Custax. Donc voilà. Ok. Et je pense que les vélos-voitures, ça peut peut-être être assez proche. En gros, ce qui ressemble à la voiture, c'est un peu la forme du véhicule qui commence à ressembler un peu une forme de voiture, mais en version beaucoup plus légère. En gros, ça va être un véhicule de moins de 100 kilos. Et tu pédales. Et à l'intérieur duquel il y a un pédalage qui va être assisté jusqu'à 25 ou 45 km/h selon les modèles. Et donc là, on est protégé des intempéries, parce que c'est un peu comme une voiture en termes de forme du véhicule. Et en même temps, on a une certaine sobriété du véhicule par rapport à la voiture, parce que c'est plus de 10 fois plus léger qu'une voiture. Et puis ça peut malgré tout répondre à un certain nombre de trajets du quotidien qui aujourd'hui sont faits en voiture, avec moins de changements de pratique de mobilité ou moins d'efforts quelque part par rapport à un vélo classique. Donc bien évidemment, si on peut utiliser le vélo classique, c'est encore plus sobre et c'est mieux et allons-y. Mais en même temps, il faut réussir à se dire, faut développer cette palette de véhicules, cette diversité de véhicules qui permettent de répondre à la diversité de besoins de mobilité qu'on peut avoir et qu'on a tendance à finalement on a tendance à répondre à ces besoins-là avec cette voiture très souvent largement surdimensionnée. Donc c'est vraiment ça l'intérêt des véhicules intermédiaires, c'est pas de se dire tout le monde ou toutes les voitures à l'avenir finalement doivent être transformées en vélo-voiture ou en vélo-mobile ou en mini-voiture ou en vélo-cargo, etc. C'est plutôt de se dire on a des besoins qui sont diversifiés et dans un certain nombre de cas, une mini-voiture suffirait. Dans d'autres cas, un vélo cargo combiné avec d'autres changements un peu de temps en temps, prendre un peu plus les transports en commun ou louer une voiture ponctuellement, parce que du coup, ça s'inscrit dans des changements de comportement, de pratiques de mobilité, un peu de mode de vie qui sont un peu plus larges. Mais en tout cas, il y a tout un tas de voitures qui pourraient être remplacées par ce type de véhicule beaucoup plus sobre. Et parmi les alternatives de mobilité qu'on a déjà ou qu'on a encore à développer, ça fait partie de celles qui en sont un peu au commencement de leur développement, et c'est pour ça qu'il y a un potentiel qui est assez énorme, qui est à explorer et puis à orienter autant que possible dans le sens d'une transition qui est vertueuse. Une fois qu'on aura testé, qu'on aura eu des retours aussi de davantage de personnes, eh bien on saura mieux voir dans quel sens on peut utiliser ce type de véhicule à l'avenir. D'accord. Où est-ce qu'on en est pour l'instant en termes de développement de tous ces véhicules intermédiaires? J'en vois, il y en a quelques-uns. Je vois pas encore les grosses affiches pour remplacer la vente de ton SUV, tu vois. Ça, on y est, au niveau de la pub, on n'y est pas encore. Mais qu'est-ce que ça dit, là? En gros, il y a une grande diversité de véhicules intermédiaires. Il y en a qui sont très proches du vélo ou qui sont même des vélos un peu spéciaux. Ceux-là sont déjà beaucoup en développement. Des vélos cargo, comme tu évoquais. Les vélos assistance électrique sont en pleine croissance. Les vélos pliants sont plutôt en bon développement également. Donc finalement, les plus proches du vélo sont déjà en développement important. Et puis les plus proches de la voiture, eh bien, il y a aussi une tendance, par exemple, au dernier salon mondial de l'auto de 2022, il y avait tout un tas de véhicules, justement, qui étaient plus vraiment des voitures, mais plutôt des mini-voitures ou des voiturettes. On voit un certain nombre de constructeurs, soit de constructeurs historiques ou de nouveaux constructeurs qui se lancent sur ce type de véhicule en se disant, comme on a énormément de voitures individuelles ou une seule personne à l'intérieur des véhicules, on peut aller vers des véhicules plus léger, plus petit, c'est un peu la sorte de contre-tendance des SUV et qui se voit quand même un minimum dans le secteur de l'automobile. Ça intéresse de plus en plus de monde sur cet aspect-là. Donc finalement, les plus proches de la voiture, les plus proches du vélo sont déjà en développement assez fort. Mais par contre, vraiment ceux qui sont au milieu, typiquement les vélos-voitures, eh bien ceux-là sont vraiment plus à leur début. Mais ce qui est intéressant, c'est que typiquement en France, il y a un projet qui a été lancé par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, qui s'appelle l'Extrême Défi. Et cet Extrême Défi, c'est en gros de fabriquer, de concevoir, de prototyper dans un premier temps, de produire, puis ensuite de tester dans des territoires, notamment dans des territoires peu denses, mais un certain nombre de ces véhicules intermédiaires, pour le coup très intermédiaires entre vélo et voiture, comme des vélos-voitures, qui sont peu développés actuellement et qui auraient toute leur place dans la transition. En tout cas, c'est quelque chose qui est à tester.
Et ça, c'est en cours actuellement. 2022, c'était l'année pour prototyper les véhicules. 2023, davantage pour passer en phase de production. Après, les projets sont pas tous, disons, aux mêmes phases de ce point de vue-là. Et puis, dans les mois à venir, en gros, il va y avoir des premiers tests dans les territoires qui vont être lancés justement pour voir quelle est la pertinence de ces véhicules dans la transition. Et à la fois, c'est pas une solution magique, mais comme ça peut vraiment adresser un segment de mobilité où pour l'instant, notamment dans les zones peu denses, dans les zones rurales, où pour l'instant il y a peu d'alternatives à la voiture et où en même temps on peut aller vers des véhicules beaucoup plus sobres, ben, il y a vraiment un potentiel qui peut être intéressant de ce point de vue-là. Je souris parce que j'imagine la voiture dans les Flintstones. Tu vois, en fait, ils se déplacent avec leurs pieds, tu vois, Fred Pierrefeu, je sais pas si tu... A priori, le pédalage sera quand même plus efficace, mais on a aussi de quoi l'assister en plus. Mais c'est génial parce que ça permet tu veux être à l'abri, tu veux être couvert, tu veux avoir un minimum de sécurité. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du vélo cargo encore parce qu'il y a des gros SUV, des grosses voitures. Et effectivement, quand tu t'arrives et que t'as une voiture qui chope l'avant de ton vélo cargo et il y a tes gosses, alors c'est quand même solide, hein. C'est quand même, ça laisse des dégâts sur les voitures, ça c'est sûr et certain. Mais malgré tout, je peux comprendre que des gens, ils sont un peu en flip d'utiliser ça avec leurs enfants. Mais là, ça pourrait être intéressant. C'est plus protégé que en gros, pour beaucoup de questions, ça dépend à quoi on compare. Si on compare par rapport au vélo, là, en l'occurrence, ça va être plus protégé qu'un vélo. Si on compare par rapport à la voiture, ça va être quand même moins protégé que la voiture. Ouais, mais alors, la voiture dégage plus de puissance, donc forcément, ça va être moins dangereux pour les autres usagers d'avoir ça qu'une voiture. Mais quelque part, il y a un peu plus de vulnérabilité. Donc ça veut dire plus globalement, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de sécurité sur les routes, qu'il n'y ait pas des vitesses de circulation trop importantes. On sait que c'est notamment ça qui rend la dangerosité des véhicules. Et puis essayer d'éviter autant que possible de continuer dans cette tendance des gros véhicules. Si on veut que de plus en plus de personnes se mettent à des véhicules légers, au vélo, à la marche, etc., eh bien il faut que globalement on pacifie la circulation, qu'on essaie d'éviter d'avoir des trop gros véhicules qui du coup font peur aux autres usagers à utiliser des solutions plus vertueuses. Donc c'est aussi ça qu'il faut faire évoluer pour faire en sorte que ces véhicules-là puissent prendre la place qu'ils méritent dans la mobilité. Dites-nous en commentaire où est-ce que vous en êtes justement dans la mobilité. Qu'est-ce que vous utilisez quel est votre usage? Et il n'y a pas de honte si jamais vous me dites j'utilise encore la voiture tous les jours. Hein. Je veux dire, voilà, les choses se transforment petit à petit. On va pas faire tout d'un coup, même s'il faut aller vite. On est bien d'accord avec ça. Si jamais demain je veux voyager loin, alors attention, je m'explique. Je suis en train d'essayer de réorganiser un peu ma vie de tous les jours, tu vois, je suis un laboratoire de décroissance, et de me dire si j'ai envie de partir loin avec mes enfants, ils sont d'origine sénégalaise et congolaise, il y a la famille, ils ont leurs racines, alors je pars toujours du principe que des personnes ayant beaucoup d'avantages financiers devraient, au lieu de partir comme ils le font toutes les 2 semaines ou tous les week-ends, laisser la place à des gens qui puissent éventuellement voir leur famille, etc. Attention, parce que si tout le monde le fait, forcément, on a un effet rebond. Mais bref, j'envisage d'aller au Sénégal en voilier, en bateau. Je regarde un peu il y a des choses qui existent. C'est pas du tout courant parce qu'il faut avoir du temps. Ouais. Alors là, forcément, soit t'as la retraite, soit t'as pris une année sabbatique. Est-ce qu'il commence à y avoir des signes de slow travel, mais à travers les mers? Est-ce qu'on commence il y a les trains de nuit qui reviennent, ça c'est génial, hein. Je vivais ça quand j'étais petit, c'était formidable d'aller à Cannes en train de nuit. Mais est-ce qu'on commence à voir des signes en mode, ok, il y a des gens qui s'organisent pour louer ensemble des bateaux, pour peut-être prendre des gros paquebots, tu vois. Il y a beaucoup d'allers-retours entre le port d'Anvers et le Sénégal, hein, pour pas mal de choses. Est-ce que c'est des choses qui commencent à se mettre en place tout doucement? Alors, un petit peu, en effet. Alors, pour le transport de passagers, il y a 2 modèles finalement très différents. Tu évoques soit mettre quelques passagers dans les cargos de marchandises, ou en effet, ça peut être une partie. Après, c'est un type de voyage qui est assez particulier, mais c'est une expérience en soi quelque part. Ça peut se faire, et ça fait déjà pas mal d'années que c'est développé. Et il y a en effet des voyages à la voile de plus longue distance où là c'est des trajets spécifiques pour du transport de voyageurs. Ça, il y a aussi des choses qui se développent. Après, je suis pas un expert du sujet, mais il y a notamment Sailcop en France qui par exemple a fait des allers-retours vers la Corse cet été. Alors je sais pas exactement où est-ce que ça en est de leur développement, mais
en tout cas, il y a des possibilités d'avoir ce type de trajet-là. Il y en a qui traversent l'Atlantique aussi, qui aident des équipages pendant du coup quelques semaines pour faire des traversées beaucoup plus longues. Donc j'imagine que partir au Sénégal comme ça doit être possible. Mais en effet, il faut avoir du temps. Selon les types de modèles, c'est soit après on devient finalement équipière sur le navire, et du coup on va potentiellement on va pas forcément payer la traversée en plus, mais il y a d'autres modèles qui sont particulièrement coûteux. Par exemple, sur les cargos, c'est assez coûteux de faire cette traversée sur des voiliers sur lesquels on n'est pas particulièrement équipier, ou sinon s'il y a besoin quand même malgré tout de financer les traversées, ça peut être assez coûteux. Mais c'est vraiment, en fait, le voyage n'est plus du tout vécu de la même manière, c'est-à-dire que aujourd'hui on a tendance à voir les temps de transport comme des pertes de temps dans un voyage. Si jamais on retrouve plus de le slow travel, etc., c'est vraiment l'idée de se dire la partie de transport fait partie vraiment du voyage. Ouais. Et pour le coup, c'est vraiment le cas si jamais on prend un voilier pour aller à un autre endroit, que ce soit sur un jour ou sur une semaine, voire plus. Tu pourrais passer plus de temps dans le temps de transport que sur place. En tant que tel, c'est déjà des vacances, ou c'est déjà une aventure à proprement parler. Et finalement, il y a tout un tas de personnes qui font juste un tour en voilier et qui reviennent au même point. Et c'est déjà ça le voyage, c'est déjà ça l'aventure. Donc en ça peut rendre les choses assez difficilement comparables finalement avec un trajet en bateau plus classique, où potentiellement le temps de transport paraîtra largement plus avantageux, ou le prix paraîtra éventuellement plus avantageux aussi selon combien ça coûte sur le voilier. Mais c'est vraiment une autre manière de voyager. Et c'est pareil sur les terres pour le fait de voyager en vélo plutôt que de voyager en voiture ou avec des modes de transport plus rapides. C'est vraiment une autre manière d'appréhender le voyage, de voyager, de voir le paysage, de s'imprégner davantage des endroits où on passe, alors que bien évidemment quand on passe sur autoroute ou même qu'on passe en TGV, on s'imprègne pas du tout des territoires qu'on traverse, et c'est le cas encore plus d'ailleurs entre deux aéroports pour partir en avion. Au mieux on voit d'en haut un peu de des nuages, des nuages. Mais sinon voilà, il y a pas ce côté aventure et connexion un peu au territoire qu'on traverse, qu'on peut avoir quand on voyage de manière plus lente. Oui, prendre en conscience la végétation. Alors oui, en avion, tu vois forcément le relief qui change et tu vois la géographie qui change, ça c'est sûr, mais c'est pas la même chose. C'est que le plus important n'est plus la destination, mais le voyage, et que à partir de ce moment-là, on se dit, ok, là on est parti, il se passe quelque chose. Plutôt que tu es dans un avion, tu fermes des yeux, tu ouvres et ça y est, je vois tous des gens qui sont différents, des vêtements différents, un peu catapulté d'un endroit à un autre. Oui, c'est ça, on en perd même l'importance que ça représente de se retrouver ici, tellement c'est facile d'accès. Ce qui est assez intéressant, c'est de prendre un peu de recul sur l'accélération de nos mobilités et de se rendre compte à quel point en fait on trouve des choses normales aujourd'hui qui il y a 1 ou 2 siècles n'étaient pas du tout possibles. En gros, traverser la France il y a 2 siècles, il fallait 3 semaines parce que c'était à la vitesse de la marche. Il y a une accélération du transport attelé pendant un temps qui a permis déjà dans un premier temps de réduire les distances, puis après c'est l'arrivée du train, puis après c'est l'arrivée de la voiture, de l'avion, etc. Mais des fois on a du mal à se rendre compte aujourd'hui à quel point quand on trouve qu'un trajet en train est long pour traverser la France parce que ça met 4-5 heures, après ça dépend bien évidemment de où on part, où on va, est-ce qu'il y a du TGV, etc. Mais en fait, si on se compare à finalement des temps de transport qu'il pouvait y avoir, ne serait-ce qu'il y a 2, 3, 4 générations, en fait, on est des privilégiés et on peut de l'histoire de l'humanité, quoi. Relativement, alors on va dire relativement limité. Tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est là où il y a bien évidemment encore des inégalités extrêmement fortes là-dessus. Mais on a une capacité à voyager rapidement, et même le fait qu'énormément de personnes utilisent la voiture au quotidien et se déplacent à des vitesses bien plus importantes que ce qu'on pouvait avoir il y a 2 siècles, c'est des transformations extrêmement fortes dont on n'a plus forcément conscience désormais, quoi. C'est possible, tu crois? Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ça, on me dit tiens, on va revenir aux chevaux. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment de notre société? J'imagine que c'est fini les concessionnaires de voitures, que tu auras des réparateurs de vélos et des vendeurs des concessionnaires de vélos. D'ailleurs, il y a un gros concessionnaire de vélos à Bruxelles. J'étais très étonné. Je dis waouh, purée. Voilà, tu vois sur 2 étages, on te vend plein de vélos. Tu sens qu'il y a une révolution à ce niveau-là. Enfin, il y a une transformation. Loin d'être une révolution. Mais je me demande c'est quoi? C'est-à-dire que les concessionnaires vont devenir des ranchs.
dans lequel tu vas aller chercher ton cheval le matin, il a été nourri par des gens. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui est concevable à même taux de population aujourd'hui d'avoir des chevaux? Moi, j'y crois assez peu, pour être sincère. Ouais, en ouais. fait, c'est que ça consomme quand même beaucoup de ressources, quoi. Il faut quand même les nourrir, il faut gérer toute la logistique qui est associée. C'était comme ça il y a pas très longtemps, hein. Si tu regardes... C'est pas si lointain que ça. Bruxelles, je sais pas si t'as vu, je sais pas si vous avez ça à Paris, on a des petits trous en bas de chaque vieille maison qui date de 1800 et quelques, avec une petite barre de fer qui permettait d'enlever le crottin de cheval qu'on avait sur les pieds, parce que il y en avait tout le long des rues. C'était effroyable à une époque. Il y a encore des images d'archives de Bruxelles dans les années 1910-18 comme ça, avec ça omniprésent. Bon, je sais pas où est-ce qu'il tapait tous ces chevaux, hein. Je sais pas si c'était en périphérie, etc. Pourquoi pour toi ça c'est quelque chose qui serait pas envisageable de se dire ah bah tiens on fait des petits ranchs et hop il faut les alimenter déjà, ça c'est différent, mais je suis curieux. Après, c'est que je dirais qu'aujourd'hui, en fait, on est passé à une telle explosion de notre mobilité que si on voulait y répondre avec des chevaux, en fait, ça demande un stock de chevaux déjà, de nourriture pour tous ces chevaux, etc. Qui serait énorme. Et en fait, on est sur un mode de transport qui est quand même relativement lent par rapport au mode de transport qu'on utilise aujourd'hui. Donc, ça voudrait dire reconcevoir globalement la mobilité. Trop, en fait, c'est un peu plus rapide qu'un être humain, quoi. Ouais, et en fait, à ce jeu-là, le vélo me paraît bien plus économe en ressources, en énergie que nourrir un cheval. Et puis toute la logistique qui est associée pour le nourrir et puis pour gérer après. Mais le vélo est pratique par rapport à notre urbanisme. Comment est-ce que la ville est constituée avec ce béton et tout ça? C'est super facile sur du plat. Il y a des pays où le vélo il est pas tellement concevable, hein. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si les infrastructures sont pas du tout développées, etc. Oui, il y a encore des endroits où en effet le transport attelé avec du cheval ou avec d'autres animaux, etc. peuvent être plus développés qu'en France. Après, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui dans la situation actuelle de voir ça comme une solution de transition qui serait un peu massive. Après, il peut y avoir des projets qui ont tout autant une vertu, à mon avis, pédagogique aussi que typiquement du coup, c'est pas des vélobus, mais du ramassage scolaire avec un cheval et une carriole et bref, il peut y avoir des projets de ce genre-là qui sont tout à fait intéressants. Après, de là à se dire qu'il y a une grande partie de notre mobilité qu'on va remplacer par le cheval, j'ai un peu plus de mal à l'imaginer, mais. Ouais. Aurélien, pour la conclusion de cette vidéo, il y a un ratio qui est important de comprendre. À même trajet, même déplacement en termes de ville à ville, par exemple à Paris-Nice, je prends le jet privé, ensuite je prends l'avion, je prends le train. C'est quoi le ratio en termes de consommation? On a à fois combien par mode de transport? Alors, ça dépend un peu des périmètres qu'on prend. Si on prend la consommation d'énergie et en gros sa production également. Quand on passe du train électrique à l'avion, les ordres de grandeur qui sont cités, c'est souvent une multiplication par 50. Après, comme on est sur si on fait un petit peu bouger le chiffre du train, tout de suite ça change beaucoup cet ordre de grandeur. Mais en tout cas, c'est plusieurs dizaines de fois plus impactant pour le transport aérien par rapport à un train électrique. Et si on prend du jet privé par rapport à de l'avion commercial, là encore une fois, ça dépend un peu ce qu'on compare. On est facilement à 10 fois plus d'émissions pour le jet privé. Donc oui, c'est ça. On peut être à ces ordres de grandeur-là entre du TGV et du jet privé, sans aucun souci. Après, le sujet, c'est aussi que l'avion, il a des émissions par kilomètre qui sont plus importantes, mais il permet aussi d'aller beaucoup plus loin. Donc c'est vraiment le cumul de ces deux éléments qui font qu'en moyenne, les trajets en transport aérien sont particulièrement émetteurs parce qu'il y a ces deux éléments qui se cumulent. Alors que typiquement sur la voiture, par exemple, elle va avoir des émissions sur la longue distance assez similaires au transport aérien quand on raisonne par kilomètre parcouru. Mais en fait, mais par contre, la voiture en général va moins loin, en tout cas avec un nombre d'heures donné, on va beaucoup moins loin en voiture qu'en avion. Et c'est ça qui fait qu'en moyenne, les trajets de longue distance en voiture sont vachement moins émetteurs qu'en avion, ou en tout cas l'avion l'est beaucoup plus. Donc c'est en ça que dans un bilan carbone individuel, et si on prend de temps en temps l'avion et qu'on fait attention par ailleurs dans ces pratiques, eh bien en général ça peut être une pratique de mobilité qui pèse particulièrement fort dans un bilan carbone personnel pour des gens qui utilisent l'avion, et surtout encore plus si par ailleurs ils font attention au reste de leur consommation.
L'avion, on parlait que la voiture, dans notre précédente vidéo, on l'a reconfirmé aujourd'hui que la voiture, individuelle, est très inégalitaire, qu'elle soit à essence thermique donc ou qu'elle soit électrique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on tape sur le dos de l'avion, où ils disent non, attends, ça représente 2,5 à 4% des gaz à effet de serre. C'est ridicule par rapport à tout le transport, c'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce il y a le flight shaming, le airplane shaming? Pourquoi est-ce il commence à y avoir un sentiment d'ombre, et pourquoi est-ce que l'avion est autant ciblé? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Si, il y a forcément, les habitués de cette chaîne me comprennent, mais j'ai besoin d'avoir ce petit moment que je vais garder à mon avis en Reels ou en TikTok, que je vais diffuser parce que c'est important de comprendre. Pourquoi est-ce que l'avion est autant critiqué? Il y a une sorte de paradoxe entre des émissions au niveau global, au niveau mondial du transport aérien qui sont relativement limitées. Alors selon comment on compte les choses, ça va de 2% à 6%. Bref, c'est ça à peu près des ordres de grandeur de l'impact climatique de l'aérien. Et en même temps, une part au niveau individuel qui est beaucoup plus élevée pour des personnes qui prennent l'avion. Parce que en réalité, il y a assez peu de personnes qui prennent l'avion, et c'est pour ça qu'on a ce paradoxe entre des émissions au niveau individuel qui peuvent être très fortes, ou au niveau d'un trajet en particulier qui peuvent être très fortes, et en même temps au niveau global des émissions qui sont relativement limitées. Ça veut pas dire que il faut pas s'attaquer à ce problème, parce que si on divise par tous les pays ou par tous les secteurs, bien évidemment, au final, on se retrouve à chaque fois avec des émissions limitées. Mais c'est parce que en gros, moins de 20% de la population mondiale a déjà pris l'avion dans sa vie. Sur l'année 2018, on sait que 11% sur cette année-là de la population mondiale avait pris l'avion, dont 4% sur des vols internationaux. Donc ça veut dire que c'est en effet concentré sur vraiment une petite fraction de la population, et la moitié, voire un peu plus de la moitié des émissions du transport aérien sont le fait de seulement 1% de la population mondiale. Donc finalement, c'est pour ça qu'il est tant mis en avant comme une pratique finalement qui aimait beaucoup, parce que un vol en tant que tel en avion aimait beaucoup, surtout si c'est un vol à longue distance, mais aussi parce que ce sont des émissions qui sont concentrées sur une petite fraction de la population, et du coup en termes d'injustice sociale, injustice climatique, etc., et de répartition des efforts dans cette transition, on peut se dire que c'est pour les personnes qui ont les plus fortes émissions aujourd'hui qu'il y a le plus d'efforts à faire. Sinon les autres qui aujourd'hui ont des émissions plus basses ont un peu tendance à se dire commencer d'abord par les plus gros pollueurs avant de me contraindre ou de me demander des efforts. Donc au final, tout le monde va devoir faire des efforts, que ce soit ceux qui ont les plus grosses émissions ou les plus basses émissions, mais bien évidemment, ceux qui ont des émissions les plus fortes doivent faire des efforts qui sont plus significatifs si on veut avoir un minimum d'équité dans la répartition de ces efforts à faire. Un conseil pour ceux qui nous regardent? De tester de nouvelles pratiques de mobilité. Parce que on sait qu'on a une habitude dans nos pratiques de mobilité, un poids des habitudes qui est extrêmement fort, c'est qu'on se re-questionne pas chaque matin sur quel mode de transport on va utiliser. Alors s'il y a des personnes qui nous regardent qui sont déjà sur la marche, le vélo, les transports en commun, des modes assez vertueux, génial, restez comme ça. Et si jamais vous trouvez que vos modes de transport sont pas forcément les plus vertueux par rapport à ce qu'on a abordé dans cet échange, essayez de tester d'autres choses. Et puis après, potentiellement, ça marche pas, c'est trop compliqué, Mais en fait, quand on teste de nouvelles choses, il y a des chances aussi qu'on soit surpris par le fait qu'en fait, on peut y trouver tout un tas d'avantages aussi. Si je prends l'exemple du vélo, il y a un avantage pour la santé, on se sent en meilleure forme, on arrive mieux, on coupe un peu finalement entre le moment où on part de chez soi, on arrive à sa destination, et puis ça coûte moins cher, et puis en fait, on peut se rendre compte que il pleut pas si souvent que ça, c'est de l'ordre de 10-15% des trajets qui vont être où on va se faire arroser alors qu'on a l'impression qu'il pleut bien plus souvent que ça. Et en fait, on peut souvent être surpris finalement en testant des nouveaux véhicules, en testant des nouveaux modes de transport. Et c'est par exemple le cas aussi sur les vélos assistance électrique. Énormément de personnes finalement n'ont jamais testé et s'imaginent que c'est exactement pareil que le vélo, puis en fait ils se rendent compte que ça facilite encore plus la pratique, et c'est le cas aussi d'autres types de véhicules intermédiaires qui progressivement vont être de plus en plus développés et qu'il faudra tester et puis voir quelle place on leur donne dans ce futur des mobilités, avec tout un tas
de choses hyper enthousiasmantes en fait, je trouve, sur ce secteur, sur le secteur du vélo de manière générale, mais aussi sur ces autres types de véhicules, de se dire on peut imaginer un autre futur avec voilà des inventions, avec de l'innovation, de la sobriété aussi. En fait, ça mixe un peu plein d'éléments, et puis il y a un dynamisme qui donne envie d'agir, et c'est de ça dont on a besoin. Donc je trouve que c'est des types de sujets, des types de finalement de mobilité à suivre, et puis à tester davantage à l'avenir pour s'engager davantage dans la transition. Roller et skateboard aussi? Eh bien, pourquoi pas, oui. Pour les personnes qui souhaitent, c'est assez décarboné, ouais. Ah oui, totalement. On peut le dire. On peut le dire. Et sinon, j'étais en train d'imaginer un autre moyen de transport, tu vois, c'est les monocycles, par exemple. Tu vois, alors ça, attention, c'est pas facile. Ça va un peu moins vite, ouais. Faut l'équilibre, on est bien d'accord. On n'a pas parlé un petit peu c'est dommage, hein, je sais pas si c'est marginal ou pas, de tous ces moyens de locomotion, tu sais, les sortes de roues, là, sur lesquelles tu poses. Gyro-roues, overboard, etc. Ouais, tout ça. C'est intéressant, ou alors gadget un petit peu, Disons que la difficulté à se saisir de ces modes de transport font que ce sera pas des trucs et ce n'est pas des trucs hyper étendus. Après, on voit par exemple sur les trottinettes électriques que ça s'est quand même davantage développé. Après, avec les questionnements qu'il y a aussi sur leur usage et puis les avantages qu'il peut y avoir à certains endroits, là où ça peut être particulièrement intéressant, c'est notamment par exemple pour des trajets en intermodalité avec les transports en commun. C'est un peu comme le vélo pliant, avec l'avantage que le vélo pliant a ce bénéfice pour la santé que n'a pas la trottinette électrique, parce que finalement on est un peu statique quand même dessus. Ouais. Donc quand on peut, disons que j'ai tendance à préférer les types de véhicules où il y a un pédalage, où il y a un peu d'activité physique et où du coup on a ce bénéfice pour la santé. Ouais, trottinette t'es méga passif. Hein. C'est ça. Ou sinon trottinette non électrique. Mais je fais un big up à Joël Gréa, qui est co-auteur ici de nos vidéos sur les mythes, qui vient de Lyon et qui fait de la trottinette non électrique, et il se tape des montées, et le mec il a trouvé des techniques de freinage quand il est à du 30 km/h sur des petits trous. Le gars est incroyable, c'est le champion de la sobriété. Est-ce qu'il y a une étude en particulier ou des livres que tu conseillerais qui parlent pas mal de ces questions-là et qui pourraient inspirer des gens? Tu me tends une perche pour faire un monde autopromo c'est ça? Ah bah tiens, attrape la perche. Allez hop, elle est pour toi. Tiens, je te lance le coussin l'autopromo. Vas-y, coussin l'autopromo, je t'en prie. Eh bien, dans ces cas-là, il y a un livre qui s'appelle Voiture, Fake or Not. Mais tu l'as? Je l'ai dans mon sac. C'est ça qui peut surprendre aussi. Peut-être qu'on voit là dans l'écran. Ouais. C'est un livre qui s'appelle donc Voiture, dans la collection Fake or Not, qui est une collection assez vulgarisée, très illustré, qui permet de parler de différents sujets de transition sous un angle un peu décalé parfois aussi. Et là, l'idée, c'est que ça parle plus globalement de transition de la mobilité, mais l'angle, c'est la voiture, parce que c'est à la fois le mode de transport qui domine aujourd'hui, puis ce qui amène le plus de débats sur la voiture électrique, sur la place de la voiture à l'avenir. Et du coup, on s'est dit, autant aborder frontalement ce sujet-là. Et puis de voir à la fois quelle a été l'évolution historique de nos mobilités, comment la voiture s'est imposée, quels problèmes ça pose aujourd'hui, et puis à l'avenir, quel type de véhicule développer, quelle mobilité pour demain plus globalement. C'est un peu les différents sujets qui sont abordés dans le livre. Alors félicitations, on mettra le lien en description pour que vous puissiez aller le choper. Je précise à chaque fois que je fais ça, je suis pas payé, hein. Sachez-le, je n'ai jamais été payé une seule fois pour faire la promo d'un livre. T'es le troisième Fake or Not qu'on reçoit sur cette chaîne. Il y a eu Charlène Descolonges. Eh bien, je conseille les autres livres, bien sûr, de la collection. Et Vincent Liéger c'était sur quoi? Sur la décroissance. Oui, forcément, je l'ai reçu dans cette émission. Et Charlène Descolonges sur l'eau. Top. Tu me le passes ou pas? Avec plaisir. Ouais, excellent. C'est ma petite lecture dans le train pour aller à Barcelone, puisque je suis invité par Oxfam à Barcelone en train. Donc ça va être très intéressant. Oh purée, la France importe coucou les Français, 99% du pétrole qu'elle consomme. Oh là là. Ouais, mais en plus, comme il n'y a pas de production de pétrole, forcément, les gars, va falloir changer de mode, hein, les mecs, hein, ça va être obligatoire. La Belgique, c'est pareil, hein. Je te remercie beaucoup, Aurélien. Un dernier petit mot? De rien. Eh bien, merci à toi pour ton invitation. Ce sera ça le dernier petit mot. Et puis,
Big up à tout le monde. Bigo à tout le monde. On se revoit dans un an, parce que c'est tous les ans qu'on se voit, toi et moi. Allez, pourquoi pas. Ça marche. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter cette vidéo, bien sûr. Merci d'avoir partagé ce moment. Et à très bientôt sur les mythes. Allez choper ça, c'est en description. Let's go. Bye bye. Quelle est ta définition